Bonsoir messieurs, dames. Rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Flavien. Bonsoir DG. Nous nous retrouvons pour l'analyse de The Matrix Resurrections. Ça y est, on a décanté. Bon, on s'excuse pour la dernière fois, on s'excuse, car on a tourné à 3 h du matin. On a eu 10 minutes pour réfléchir, mais là depuis, tu l'as revu combien de fois Flavien? Quelques fois. On va se censurer pour... Voilà, vaut mieux pas le dire. Bon, en ce qui me concerne, je l'ai revu qu'une seule fois, mais j'ai rematé des passages en boucle, notamment la séquence White Rabbit. Flavien, à la sortie de la salle, quand on a fait la critique, est-ce que tu peux donner clairement l'avis que tu avais? L'avis que j'avais, c'est que je trouvais que le film était un nanar, mais un nanar attachant. Ok. Et maintenant que tu l'as revu 10 000 fois? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Et je pense qu'on va en parler et qu'on va pouvoir décliner toutes les thématiques, nombreuses thématiques, les sujets denses traités par ce film. En ce qui me concerne, j'étais un peu comme toi à la sortie, je crois qu'il y a un côté très nanardeux, je comprenais pas bien la structure. J'étais mitigé mais j'ai vu plein de bonnes choses et en tout cas c'est un film qui donne à réfléchir parce qu'on en a parlé genre 3 heures après. Ah ouais. Et le lendemain. Et le lendemain, on en a parlé pendant des heures et je l'ai revu avec mon frère qui a, à ma grande surprise, beaucoup aimé le film. Et quand je l'ai revu, je l'ai préféré à la première fois. Ah ça c'est sûr. Ouais, j'aime vraiment ce film, qui a énormément de défauts, hein, on est clair, mais il m'a donné à réfléchir, et écoute, je vais commencer par là Flavien. Ouais. Si ce 4e Matrix avait été vraiment dans le même ton, avec la même réa que les 3 précédents, en étant une suite canonique, 100%, sans côté méta avant, genre vraiment on reprend là où le 3 s'est arrêté, et on te fait tout, mais comme à l'époque, tu vois, même les scènes, il y a des gunfights partout, il y a des scènes de kung-fu, mais comme à l'époque, voire même un peu mieux réalisé, mais vraiment en termes scénaristiques et de ton, il n'y a plus rien de méta, c'est la continuité qui se prend vraiment très très au sérieux, comme à l'époque. Qu'est-ce que t'en aurais pensé? Bah, je pense que ça aurait été une impasse, parce que Matrix 3 arrive au bout de l'histoire, mais vraiment au bout de l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent raconter, en fait, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés probablement sur l'angle méta au final. Du coup, s'il y avait eu le côté... Tu veux dire un truc qui serait aussi novateur, techniquement audacieux, que Matrix 2 et 3 l'était par rapport à Matrix 1. Le même style qui va un peu plus loin en termes d'ambition en tout cas, et pas d'exécution. Moi j'arrive même pas à imaginer comment ils peuvent aller au-delà en termes d'action. Qu'est-ce qu'ils peuvent réinventer quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent Enfin on dit ça, tu sais, c'est comme un prof nous disait il y a 15 ans, vous savez, beaucoup de gens qui disent que tout a été fait, mais de temps en temps il y a toujours un mec qui arrive à surprendre le monde. Et Joachim, lui, il est dans la théorie, tu sais que l'être humain, c'est une éponge, je crois, une éponge énorme. Et en gros, on fait que recracher des choses qu'on a apprises. Ouais. En fait, il dit que son postulat à Joachim, c'est de dire qu'on ne crée rien. C'est que tout ce que tu finis par créer, entre guillemets, c'est un assemblage, c'est un patchwork de création d'idées qui t'ont été mis dans la tête. Je suis d'accord avec Joachim. Ouais. Je sais, peut-être plus proche de ce point de vue aussi. Mais bref, c'est vrai que ça me paraît très très dur de mettre la barre encore plus haut que Matrix Reloaded et Revolution en termes d'action. C'est quand même dingue ce qu'ils ont fait à l'époque. Mais jusqu'au rejet, hein. Et je vais te dire quand bien même, voilà, ils auraient fait aussi bien, voire encore un peu mieux. Est-ce que pour autant, tout d'un coup, avec un ton extrêmement sérieux, ça aurait été génial? Parce que j'ai l'impression à lire... j'ai vraiment lu toutes vos réactions, les mecs, sous la vidéo. J'entends que beaucoup de gens n'ont pas aimé le film, j'ai l'impression que le consensus de toute façon n'est pas très bon. Pour l'instant c'est un mauvais film, mais vous savez comment ça se passe. Sur IMDb, tu sais quelle est la note? Vas-y, balance la note de ce... 5, actuellement, au moment où on enregistre, 5,7 sur 10. D'accord. Donc c'est très mauvais. Je vois. Je vois que quasiment tous les critiques ont détesté, j'ai pas écouté toutes les vidéos, mais je vois que quasiment tout le monde a détesté, donc... Je suis désolé pour ceux qui n'ont vraiment pas aimé, mais par contre ce qui ressort, les attentes, c'était « Ouais mais moi je m'attendais à un truc surprenant comme à l'époque, je voulais des scènes de kung-fu, je voulais des gunfights, je voulais des effets spéciaux dingues jamais vus, et, je voulais l'époque en fait. Et pourquoi Keanu Reeves il a encore les cheveux longs là, il fait chier en lisant les critiques, c'est beaucoup de gens qui voulaient revoir la même chose que le premier en fait. Ouais c'est ça. Ils voulaient revoir le même truc, updaté, un peu mis à jour, mais ils voulaient essentiellement la même chose. Et étrangement, le film l'a complètement anticipé, parle de ces gens-là, voire les inclut dans la narration, on va en parler plus tard, ça c'est quand même dingue. Ouais, parce que tu vois, je pense sincèrement, si ça avait été un bis repetita, même en mettant en mieux, en termes de réato, je suis pas persuadé que ça aurait été aussi intéressant que ce Matrix 4, en tout cas moi j'attendais autre chose. Moi clairement en fait j'attendais autre chose, je vous l'avais dit, je voulais que ça me surprenne, là où j'ai été déçu c'est que ça va pas assez loin philosophiquement par rapport à ce que j'attendais, ça manque quand même de dialogue croustillant. Il y en a, mais j'aurais aimé une séquence qui me fasse réfléchir comme la séquence de l'architecte. Bien sûr. Dans le 2.
J'aurais aimé qu'on voit plus la vie de Thomas Anderson qui est emprisonné dans une nouvelle matrice. J'aurais aimé que ça parle plus de ça, mais je crois en tout cas au final que le film ne pouvait pas être autre chose que conscient de ce qu'il était, parce que on parle de Matrix, les mecs. Imaginez une suite vraiment qui se pose pas de questions, genre c'est une suite mais sans se poser de questions, c'est vraiment une suite canonique dans le même ton. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça casse le truc. On est à la limite de rompre le contrat avec le spectateur. Tout à fait. Mais ça peut marcher vraiment qu'avec Matrix. C'est que c'est un film qui est auto-conscient des suites qui sont venues avant. C'est logique en fait. Ouais, tout à fait. C'est un film qui te parle du monde que t'as dans la tête. C'est la première fois dans le cadre d'ailleurs qu'il l'explicite vraiment par le dialogue d'un des personnages. Ça va spoiler au fait, on prévient. Hein. Ah bah spoil à fond, spoil à fond. J'espère que vous avez vu Matrix 4. Ça s'appelle Analyse, les mecs. Là. En parlant d'analyse, l'analyste dit à un moment que tout ce qui intéresse les êtres humains, c'est ce qui se passe là. Et que les sentiments, ce qu'on ressent par rapport à ce qui se passe là, est plus important que les faits. Ouais. Et c'est comme si Lana avait voulu expliciter ce message, qui était un truc à côté duquel les gens étaient passés dans le 2 et 3. Et dans le 2 et 3, c'était pour le coup, il y avait des dialogues philosophiques beaucoup plus longs, mais ils étaient beaucoup plus cryptés aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils te donnaient comme une caisse à outils, et c'était à toi d'utiliser les outils. Là, il te montre un peu comment s'en servir dans le 4. Mais pour faire un projet narratif derrière, le côté méta et le côté décalé, qui pour le coup est un truc, je crois, qu'on n'avait jamais vu dans un blockbuster. Est-ce qu'on a déjà vu une suite faire un truc comme ça? À part, par exemple, Gremlins 2, ça a été évoqué dans plein de critiques. Mais évidemment, Freddy sort de la nuit. Mais c'est pas un blockbuster. C'est pas un blockbuster. Ouais, tu veux dire avec autant de pognon qui avec autant de pognon, ouais. Qui a autant impacté la culture populaire, ouais. Et qui a été que ça soit, enfin tu vois, le gant de Freddy va pas être réutilisé par des partis différents politiques en utilisant le vocabulaire. Alors que la pilule rouge, ça se pose là. Non mais c'est vrai. Non mais mais même tu vois quand je compare à Freddy sort de la nuit, ouais. Ce film est complètement méta de A à Z. Quitte du coup à annuler tout ce qui est venu avant. Ouais. Parce qu'en gros, Wes Craven, j'en reparlerai dans la rétrospective, mais n'avait pas supporté les suites. Alors, même le 3, il le considérait mauvais, hein, alors que pour moi, c'est le meilleur film Freddy. Mais du coup, tout le film casse tout ce qui est venu avant, pour faire moins bien finalement, même que les pires suites pour moi. Et le ton est très dérangeant, mais vraiment de A à Z, en fait, le film est 100% méta. Et moi, je m'étais dit, quel intérêt? Quel intérêt parce qu'au final, à la fin, t'as le vrai Freddy qui arrive. Ouais. Tu vois, t'as quand même l'histoire de Freddy. Donc on te casse le mur pour refaire la même chose, sauf que c'est de manière très cynique. Alors que là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on te fait le côté méta dans la première partie, mais ça s'intègre après, ça fusionne avec le canon de la trilogie. Complètement. Ça, j'avais jamais vu ça avant. Ouais. C'est inédit, j'ai pas d'exemple. Si quelqu'un en a, les gars, donnez-les-moi. Je n'ai aucun exemple d'œuvre qui a fait ça avant Matrix 4. Et qu'il le lie aussi bien à son histoire de science-fiction, qui est que les personnages sont basiquement bloqués dans des réalités virtuelles. Ouais. Et alors que t'es en train de regarder une saga qui parle, c'est un truc de fou. Mais il y a que Matrix qui pouvait faire ça, c'est ça qui est intéressant. Que Matrix, il y a le droit en fait. Les autres, ils seraient soit un peu ridicules, soit ça partirait en live. Enfin là, ça l'est un peu parfois. Mais même ça, une des premières répliques du nouveau Morpheus, c'est il te tend les pilules en sortant des chiottes et il te dit alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une tragédie ou est-ce que c'est une farce là ce que t'es en train de vivre? Mais ça c'est tellement absurde. Mais tu t'es en train de penser ça à ce moment-là. C'est pas que c'est du génie. C'est que du coup, il te met face à quelque chose où il te force à te pousser la question de pourquoi il te le ridiculise comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ton rapport à Matrix? Il vient t'interroger, mais tu te rends compte qu'en disant tout ça, en se prenant la tête à ce point-là, on est en train de donner raison à l'analyste. Ce qui est plus important, c'est ce qui se passe là, que le film vraiment tel qu'il est. Ouais, mais l'analyste, il nous donne ça comme un constat mauvais, entre guillemets. Ouais. Et non, pas comme un constat mauvais. C'est là où le 4 ajoute un truc par rapport aux 3 premiers. Il le montre comme une faiblesse à exploiter chez les humains. Et ça se lit vachement bien à l'époque dans laquelle on vit quand même. Non, puis même que bon ou mauvais, finalement c'est un constat objectif sur ce qu'est l'être humain. Mm. Tu vois, mais ça rebondit sur une phrase d'un épisode de Westworld, je dis toujours le même, mais c'est l'épisode 4 de la saison 2. T'as William qui dit à Delos, les gens préfèrent le souvenir qu'ils ont de toi que la vraie personne. C'est terrible. Et d'ailleurs, combien de fois t'as des gens qui meurent, des gens qui perdent des proches, et se disent ah merde, j'aurais dû être plus là, plus présent. Ah je l'aimais trop, ah c'était mon pote et tout, alors qu'il faisait même pas l'effort de l'appeler. Ouais. Tu vois, c'est vrai que c'est beaucoup plus important, j'ai l'impression, ce qui se passe dans le cerveau. On arrive même à altérer la réalité dans notre cerveau. Et c'est encore une fois lié exactement au nouveau personnage de Morpheus qui le dit. À un moment, il dit que on voit les souvenirs de la vie de Neo qui sont censés être son jeu vidéo dans le film. Ouais. Et Morpheus lui dit est-ce que c'est pas ça pourrait être plus réel que tes souvenirs en fait. En quoi le fait de graver des souvenirs dans la fiction les rend moins réels, et ce qui fait penser à la phrase que voit Neo dans les chiottes, dont je me souviens pas là tout de suite.
mais qui est exactement dans cet Ouais, ordre puis d'idée. j'avais fait arrêt sur image, je pourrais pas te la ressortir. Ouais. mais on sait qu'elle veut dire un truc. T'as pas pris des petites notes là? Je suis Mais étonné. si, j'avais pris plein de petites notes, évidemment, que j'en ai zappé les 3/4. Mais tu vois, c'est une époque formidable. c'est terrible comme notre cerveau fonctionne. C'est t'as beau avoir été dans une relation où il y a plein de trucs qui fonctionnaient pas. Et objectivement, tu t'en rappelles exactement de ce qui s'est passé. Et tu te dis, voilà ce qui fonctionnait pas. C'est ça, c'est ce truc, t'appuies dessus, tu vois. Ouais. Mais en même temps, tu vois, t'as un truc, ton cœur qui est relié au cerveau. Dieu sait comment ça se passe, ce truc. Mais t'arrives à... Enfin, moi, en tout cas, je mets tellement l'emphase sur le bon. Tu vois, il y a des gens, ils arrivent à être 100% objectifs. Mais du coup, ça altère ce que je pense vraiment. C'est terrible. Et je pense que c'est un mécanisme de défense, c'est normal. Ouais, c'est possible. C'est le cerveau, quand il faut trier, il cultive un jardin, je pense. C'est possible. Et là, c'est un peu ce qui se passe avec Neo qui dit cette phrase. Ils ont pris toute ma vie, et ce qui compte, et Bugs lui répond ce qui compte le plus pour des gens comme moi, et on en a fait quelque chose de trivial. On en a fait un jeu vidéo, mais ça compte pour film dans le film. Quand t'as dit on en a fait un jeu vidéo, c'est que Lana essaye de dire d'une manière assez violente, parce que c'est un film de toute manière, je trouve très violent avec ses spectateurs, comme l'était d'ailleurs Matrix 2 et 3, hein, Ouais. mais d'une autre manière encore. Et elle dit que ce truc était tellement important pour elle, c'était quelque chose d'intime, le film est très intime, elle le dit régulièrement, Lana, de manière méta, et que c'est un film très inspiré de sa vie et ce qu'elle ressent, et c'était tellement intime que de l'avoir récupéré, et elle le dit d'ailleurs, je vais faire encore plus précis, Bugs dit que la matrice, elle arme toutes les idées, elle les transforme en armes. Ouais. Que la moindre idée est reprise et utilisée pour quelque chose qui, quelque part, va contre le sens que ça a essayé de donner à la base. Et c'est... Bon, ça peut passer pour du cynisme, le fait que cette cinéaste de 50 balais bien installée fasse ça avec sa propre franchise, alors que c'est le rêve, normalement, de n'importe quel artiste, tu vois, de toucher autant le public, Ouais. avec un concept. De se dire, je veux que vous compreniez quel est mon état d'esprit, et de toucher un truc universel que Matrix. Tu vois, cette envie de se libérer, par exemple. C'est quand même dingue. C'est... Il y a que Lana Wachowski, dans l'état dans lequel elle est, puis la transformation, mais tu vas nous en reparler, Ouais. qui, je pense, pouvait avoir un commentaire comme ça. Ouais, complètement. C'est C'est un film très apaisé. Beaucoup Ouais. plus apaisé que les 3 premiers Matrix. Ouais, bien sûr. Ça amène des défauts d'ailleurs. Le film, il est tonalement très étrange. Et tu vois, justement, la scène où Neo, peu après qu'il soit réveillé dans le vrai monde, dit « ils ont tourné ma vie en jeu vidéo », il y a tellement pas d'impact à ce moment-là dans la réalisation. Tu sais, c'est tellement du champ contre champ. À ce moment-là, j'aurais aimé que la réa décolle un peu. Et tu vois, plus que ça, j'aurais aimé qu'il y ait une réa différente, cette fois-ci, tu vois, dans le côté méta, dans la matrice du début du film, et dans le vrai monde. Tout à fait, parce que là, le but, c'était de montrer la matrice comme une version un petit peu stylisée du vrai monde. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il y a un côté irréel et surréaliste, parce qu'on est dans Matrix, mais en soi, tout est beaucoup plus réaliste. Et ça aurait été marrant de jouer encore plus le contraste, parce Ouais. que le vrai monde, il est tout aussi stylisé aussi. Bah là, tout est uniformisé, en fait. Ouais. À tous les niveaux, de la réa à la photo, tout est pareil, du début à la fin du film. Ouais. Il n'y a pas de jeu d'ambiance à ce niveau-là. Ça se démarque pas vraiment, je trouve. Même, tu vois, le monde réel est devenu trop coloré. Trop Ça coloré, pète on de est passé à la HD, c'est là où on voit les ravages, on est passé de la pellicule à la HD, et tu le vois sur les décors du monde réel qui font ultra cheap. C'est terrible parce que il faisait plus réel il y a 20 ans avec le matte painting de l'époque Complètement. qu'aujourd'hui avec toute l'avancée de CGI. C'est très bizarre, mais bref, on va essayer de continuer à analyser le film. Alors excuse-moi, juste petit détail, parce que Vas-y. tu m'y as fait penser, Ouais. dans un des matte painting, il m'a fallu plusieurs visions pour le voir, s'il y a 3 fans de Révolution qui sont parmi vous, on va continuer la lutte. Il y a les APU, les gros mechas de Matrix Révolution qui sont garés, donc il y a toujours des APU dans Matrix 4, voilà, je les avais pas vus après. J'aimerais que tu me parles de ton avis sur le traitement de Smith. Est-ce que Alors, ça t'a intéressé et le choix de l'acteur? C'est la chose, mais vraiment la chose sur laquelle j'ai le plus évolué entre ma première vision et ma dernière vision. Ouais. Qui est que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre à quel point le film était un terrain de jeu un petit peu bâclé pour Lana, mais un terrain de jeu tout de même. Et du coup, c'était dur de se prendre les trucs au premier degré tout le temps. Et à ce niveau-là, moi, le rôle de Smith, j'en parlais dans la première review, pour moi, il avait pas son rôle dans ce film. Genre, je vous comprenais pas pourquoi on le ramenait, ça faisait doublon ou triplon avec toutes les autres menaces ou nouveaux concepts qui arrivent. Et en fait, à force de revoir le film, j'ai compris que lui était un électron libre, tout comme il l'était dans le 2 et 3, il devient vraiment ce qui menace à la fois les machines et les humains, sauf que là il devient un électron libre narratif. C'est normal qu'il ait pas de place dans ce film, et c'est fait exprès en fait. Je sais que ça fait justification à la mort moelle-neu de quand un truc est nul, mais pour le coup dans Matrix, c'est tellement volontaire là dans le film que tu te dis que c'est ça. Ils en ont fait un personnage un peu débonnaire, beaucoup plus dansant, conscient de lui-même, Ouais. et
et du coup qui s'amuse à avoir un rôle parallèle dans cette narration. Et c'est pour ça que c'est le seul à pouvoir dépasser l'analyste à la fin. Tu te poses la question, pourquoi Smith, lui, il peut être plus fort que l'analyste, qui a créé un proto nouveau bullet time qui bat le bullet time. C'est-à-dire que plus tu fais du bullet time, plus l'analyste il peut te gérer en fait. Et pourquoi Smith arrive à le dépasser? Et ben c'est de la même manière, c'est parce qu'il n'a pas de rôle dans cette histoire. Et du coup ça, je ne sais pas si ça servira à amener d'autres suites, mais vu que le film ressemble aussi à un jubilé de tout ce qu'elle a aimé dans la saga, et de vraiment pour le coup faire rendre un hommage à tout ce qu'il y a eu dedans, je comprends mieux pourquoi il est là et pourquoi il vient faire chier en fait, à des moments précis de manière sporadique. Ouais, après moi j'ai plus vu ça comme c'est le code négatif de Neo, enfin sa partie négative. Tout à fait, il le rappelle. Et que du coup l'analyste l'a pas pris en calcul dans son équation et qu'il est pas soumis aux mêmes règles que les autres. Mais t'as peut-être raison, c'est peut-être l'absence de rôle. Mais alors je me demande, est-ce que Lana Wachowski, si elle avait eu Hugo Weaving, est-ce qu'elle aurait fait exactement la même chose avec ce personnage? Est-ce qu'elle l'aurait traité de la même façon? Je suis pas sûr. Il me semble que ça aurait été la même chose. Et qu'il y a juste eu des vagues modifications, notamment le moment où l'acteur, enfin le nouveau Smith, dit que il est pas trop sûr pour les yeux bleus. Tu vois, que c'est peut-être un peu trop, ça leur un petit peu trop flashy. Ouais. Mais je pense que le rôle aurait été le même. Peut-être ton plus glauque, mais c'est déjà un rôle qui réserve à Hugo Weaving dans ces moments-là. Moi je me demande si c'est pas vraiment le truc qu'elle a changé. Ah ouais? Parce qu'autant Morpheus ça me paraît cohérent. Ouais, mais c'est une idée de départ. Smith, je me demande sincèrement si elle avait Hugo Weaving, est-ce qu'elle l'aurait traité pareil? Parce que là ce que j'ai trouvé intéressant c'est que ce soit un autre acteur. Et qu'au début du film, à moins que, bon là je te parle pas dans le cadre où tu le vois une deuxième, troisième fois, t'es déjà spoilé, tu connais. Mais la première fois que tu le vois, tu sais pas que c'est Smith. Tu sais pas que c'est Smith. Toi, t'avais grillé un truc, c'est la statue. Mais la statue, elle est là. Hein. Oui, non, mais ça c'est fou parce que je vous rappelle que Flavien avait vu qu'il y avait une statue qui était floutée, hein, parce qu'elle était en arrière-plan flou, et il avait vu que c'était la statue d'un making-of de Matrix et que ça correspondait à l'agent Smith qui se prend une patate par Neo. Mais c'est circonstanciel, c'est que pour la vidéo Matrix, ça fait quelques temps que je mate énormément de bonus, énormément de machin, du coup j'avais bien la tête dedans. Ouais, enfin, c'est chapeau. Donc toi, tu savais, mais pour le mec vraiment qui entre dans le film, il sait pas. Tu sais pas que c'est Smith. C'est censé te faire un choc. Et tu l'apprends après, au fur et à mesure du film. Et ça, déjà, c'est un élément de surprise que je trouve intéressant. Tout à fait. Mais même après, tu vois, son interprétation est tellement différente. Si ça avait été Hugo Weaving, je pense pas que j'aurais eu ce décalage. Ouais. C'est que là, en fait, ce qui est bizarre, c'est que tu te dis putain, c'est pas lui. En même temps, c'est le personnage, tu vois. Ouais, tu sais que c'est l'agent. Ça, c'est un pur truc de cinéma. Ouais. Qui est que, comme tu dis, moi je suis d'accord avec toi, que vu le film, vu la tronche du film, vu le ton du film et le délire que c'est bien mieux que ce soit Jonathan Groff que Hugo Weaving. Je trouve aussi. Beaucoup plus intéressant. Et ça, je suis convaincu au final. Ça aurait été peut-être triste qu'Hugo puisse. Ouais, non mais vraiment, je pense que ça marche beaucoup mieux avec cet acteur. Mais je l'ai senti dès la première vision, mais de la deuxième fois que j'ai vu, je dis putain, mais il est vraiment bon dans le rôle. Il bouffe l'écran, il est très drôle en fait. Il est sur plusieurs tons en même temps, et pour le coup, je trouve que Lana est bien inspirée au niveau des dialogues. Il est kiffant à entendre. Ouais, et puis non, mais de la même manière que, tu vois, je t'ai posé la question si ça avait été une suite 100% canonique, sans côté méta. Là, Smith, si ça avait été le même, s'il avait eu le même caractère, quel intérêt? Il a déjà tout dit. En fait, c'est comme si vous prenez, regardez Dragon Ball Z. Goku et Vegeta s'affrontent, c'est comme si ils ne faisaient que s'affronter, qu'il n'y avait eu jamais d'évolution dans leur relation. Là, c'est intéressant qu'il y ait une évolution. Et moi, j'aime bien avoir une toute nouvelle proposition du personnage. Puis là, en fait, il s'est dit aussi, c'est bon, on a eu la grande bataille dans le 3, on s'est annulés tous les deux. Quel intérêt de refaire la même chose? J'ai pas envie de crever. Donc là, en fait, c'est un programme autonome, un électron libre, qui fait sa vie, qui a ses petites lunettes de soleil. Moi, franchement, je trouve ça marrant. Ça me fait marrer. Je trouve que c'est cohérent. Et je préfère voir ça qu'un bis repetita où Smith et Neo, avec les mêmes acteurs, se remettent sur la gueule. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que Révolution? Ça aurait amené, quand dans le final du film, Smith passe du côté de Neo, mais une trêve très temporaire, ça aurait fait autre chose si ça avait été Hugo Weaving. Oui. Là pour le coup tu dis ouh, ça aurait été très étrange de voir Neo et Smith interagir ensemble. Mais ça aurait été dur à gober. Là vu que c'est un nouvel acteur, tu peux te dire que le mec peut s'arranger de cette manière. Tu as la suspension d'incrédulité. Exactement, ça dit très bien défini. Non, mais je trouve vraiment... Vous voyez, regardez, Dragon Ball Super. Qu'est-ce que c'est Dragon Ball Super? Bon, c'est la suite de Dragon Ball Z en moins bien à tous les niveaux, comme Matrix 4 par rapport aux 3 premiers. Genre, l'animation est dégueulasse, les dessins sont dégueulasses, la musique est bien en dessous de l'OST d'origine. Mais tu vois, contrairement à Matrix 4 qui essaie de faire du méta et sortir un peu des carcans, Dragon Ball Super, c'est dans la pure continuité, et du coup, pour faire mieux que Goku, Vegeta contre Freezer, la fusion Végétaux et compagnie, bah ils te font du over the top.
C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles transformations, les persos changent de couleur de cheveux toutes les semaines. Et ça casse pas un peu T'as tout l'univers l'arc-en-ciel. Bah si, ça casse le truc. Ça casse le truc, c'est qu'en fait tu te dis qu'il n'y a plus aucune cohérence de pouvoir, qu'il n'y a plus aucune limite, donc quel intérêt de continuer à suivre. La première fois, moi, quand j'étais gamin, je suis désolé, je parle Dragon Ball, mais la première fois que je regardais l'affrontement Goku-Freezer à la télévision, c'était un truc de fou. C'était le surpassement ultime, c'était le Super Saiyan. Et après, j'ai accepté le Super Saiyan 2 et 3, tu vois. Mais 20 ans après, ils reviennent avec des couleurs de cheveux, le bleu, le rose, le rouge, machin. C'est n'importe quoi. Puis en plus, c'est très mal exécuté. Donc moi, je préfère que ça parte complètement dans autre chose, ce Matrix 4, que de faire du pur over the top, qui apporte rien de plus qu'une redite, qui va certainement être moins bien à coup sûr, et on a le recul en plus dessus. Et qu'est-ce que tu penses, du coup, une fois qu'on a passé l'aspect méta, et de proposer autre chose, de vraiment l'assumer, te l'expliquer, et voir ce qu'on en fait avec, qu'est-ce que tu penses de l'extension de l'univers, notamment de Reloaded et Revolution? Alors, je vais faire une coupe, et je te le dis juste après. Donc pour te répondre, Flavien, oui. Le lore, c'est vraiment pas du tout ce que j'attendais de Matrix Résurrection. Je vais te dire, en vérité, j'en avais pas grand-chose à foutre, mais j'ai revu les Animatrix, je vous les conseille, vraiment, c'est top. Ça faisait longtemps que j'avais pas rematé l'intégrale. Mais tu vois, autant dans Animatrix, vu que c'est sorti dans une certaine époque, qui était connecté à Reloaded, c'était la totale en plus avec Enter the Matrix. Year of the Matrix. Ils ont vraiment voulu faire un truc de fou et c'est super intéressant. C'est super intéressant. Le lore de Matrix, en fait, dans Animatrix, c'est passionnant. Tu vois ce qui s'est passé avant qu'il y ait la Matrice, comment l'humanité s'est niquée toute seule avec les robots, c'est passionnant. Mais le 4, je l'attendais pas là-dessus. Moi, je voulais qu'il me fasse réfléchir sur ma vie actuelle. On en parlait dans une vidéo précédente. C'est maintenant, on est tous dans des sortes de matrices. On est dans une société de plus en plus individualiste. Ça a commencé avec Internet, à se replier sur soi-même, à chatter avec des gens plutôt que de parler avec des amis. Maintenant, les gens limite préfèrent s'appeler sur Skype, Discord et compagnie que de se voir dans la vraie vie. Ils prennent des photos de leur vie sur Instagram. Enfin, on est tous dans des matrices personnalisées. Et avec le télétravail là, qui va être de plus en plus prédominant dans la société, ça va pas s'arranger. Donc j'attendais que le film ait un commentaire là-dessus, et tu vois ce qui m'a dérouté, et on va en reparler. La séquence White Rabbit, tu vois, je m'attendais pas du tout à ce que les plans qu'on a vus dans le trailer durent exactement la même durée dans le film. Et ça, on va en reparler après. Mais du coup, par rapport au lore, en voyant Animatrix, je me suis rendu compte que c'était très respectueux. Tu vois, à un moment donné, on a été un peu choqués des robots Pokémon, mais finalement... Mais c'était déjà un truc annoncé dans un... Tu fais ça déjà dans les Animatrix. Tout est cohérent. En fait, tout est parfaitement cohérent. En fait, je vais même te dire, je sais pas si j'ai vu une suite aussi cohérente 20 ans après. C'est très respectueux, mais j'en avais pas grand-chose à foutre. Ok, je vais reformuler la question. Parce qu'il y a un truc qui est intéressant là-dedans. C'est que la lutte entre les machines et les humains, et la relation entre les machines et les humains, c'est ce que ça raconte humainement aussi dans les 3 premiers, tu vois. Ouais. Par rapport à la lutte, on va dire, existentielle de l'homme, tu vois. Quel est ton but dans la vie? Qu'est-ce que c'est d'avoir a purpose, tu vois, avoir vraiment un rôle, ouais. Une fonction? Ou est-ce que, tu vois, le déterminisme, ou est-ce que tout est prévu, ou est-ce que pas prévu? Et du coup, la fin du 3 te donne une conclusion sur ce truc-là. Et te donne, entre autres, une solution sur comment régler le problème ultime de l'espèce humaine, tu vois. Ou en tout cas, une introspection qui permettrait de se transcender. Et là, dans le 4, faire suite à ça, ça veut dire donc revenir sur le discours. Et changer ce que raconte humainement, profondément, ce qu'on vit, nous, dans la société actuelle, en tant qu'être humain, ce que c'est d'être un homme. Ouais. Et là, on est quand même dans un film où l'autre héroïne, à part Neo et Trinity, tu vois, Bugs, ouais. Elle a les cheveux bleus, ouais. Alors que le bleu, on sait à quoi c'est associé, normalement. Ouais, ouais. Et elle engueule Niobe sur le fait que ce soit la paix entre les machines et les humains, ouais. Qu'ils perdent leur temps à recréer des fraises plutôt que de libérer des esprits, ouais. Fraises qui sont rouges au passage, et des fraises qu'on a reconstituées grâce aux données de la matrice. Et tout le monde est heureux comme ça, qu'on crée des fraises quasiment artificielles. Ouais. Et Bugs reste, elle, dans la lutte. Une lutte qui était au centre de la trilogie Matrix. Comme si... Et ça se battait quand même dans la tête de Lana, on dirait. Ou en tout cas, ça se bat sur ce que veut raconter le film. Puis sur ce que représente aussi la pilule bleue, la pilule rouge, comment ça a été récupéré. Exactement. Et ouais. Du coup, qu'est-ce que raconte finalement le film de ce côté-là? Est-ce que c'est un film qui est toujours pour la lutte? Est-ce que c'est un film qui est plus du côté de l'analyse? Est-ce que c'est un film qui dit au final on s'en fout? Est-ce que c'est un film qui dit ce statu quo, cette paix qu'a amené Neo, c'est une des directions, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus libertaire techniquement, tu vois? Ou est-ce que c'est une impasse, comme le dit Bugs, parce que ça garde les moutons dans le troupeau? Comme le dit l'analyste, les moutons seront toujours là. Et tu vois, je n'ai pas encore... Ah, si on prend la scène de fin,
comme le point final du lore de Matrix. Et donc, comme la fin de la saga idéologiquement, ça veut dire à la fin, vous pourrez rien faire contre le système, donc autant vous amuser dedans. Exactement. C'est exactement ce que je pense que raconte le film, c'est... T'as eu le sacrifice dans le précédent. Ouais. Je pense que Lana a vécu vraiment la tragédie avec ses parents, elle a fait le deuil, etc. Enfin, elle a essayé de faire le deuil avec ce film. Et je pense qu'elle arrive à un âge, plus sa transition, etc. Ça a dû être compliqué, elle a dû traverser une période très très compliquée, et je pense qu'elle s'est dit, allez, il me reste quoi, 20, 30, 40 balles à vivre. On va se marrer. Tu sais, quand t'es jeune, tu te rebelles contre le système. Ouais. T'essaies de te rebeller contre le système, j'en suis une preuve vivante. Mais tu ne gagnes jamais contre la banque. Pratiquement jamais. Et je crois qu'arrivé à un certain âge, tu te dis, je vais me recentrer sur l'essentiel et essayer de profiter des dernières années qui me restent à vivre. Et je pense que c'est un peu ça, ce film, c'est profiter du temps restant, tu vois. Et peu importe que le monde soit régi par un système de merde et compagnie, autant profiter du peu de temps qui nous reste. Et c'est vraiment l'amour qui est au centre du film. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que du coup tu ne peux pas battre la banque. Et là elle est dans un film où elle sait que sa franchise, sa marque, son scénar, ce qui vient de son cœur, Matrix, est devenu une partie de la banque. Ouais, exactement. C'est un truc de fou. Ouais, exactement. Puis évidemment, t'as la séquence qui fait allusion à ça, où en gros on nous dit clairement que si Lana n'avait pas réalisé Matrix 4, Warner aurait fait un remake de toute façon. Et quoi qu'il se passe, ils auraient fait le film, qu'elle le veuille ou non. Et ça aussi, je pose la question à tous les gens qui sont déçus, est-ce que vous auriez préféré avoir un remake? Bon, je pense que beaucoup de gens vont me répondre, j'aurais préféré rien avoir, et je respecte. Bien sûr. Je respecte à fond. Mais quoi qu'il se passe, il y aurait eu un nouveau Matrix. Mais là, la question, voilà, entre les deux, vous auriez préféré un remake? Apparemment, ça devait être avec Michael B. Jordan. Exactement. Je crois que c'était Zach Penn qui devait le réaliser. Oh putain. Zach Penn qui est donc, il me semble, le scénariste principal des X-Men, c'est ça? Il y avait pas également... Putain, comment... Il y avait David Hayter qui avait co-scénarisé le premier X-Men. Tout à fait, il avait co-scénarisé le premier X-Men. Ouais, mais alors non, c'est très inquiétant. Ce projet, ce que ça répète, vraiment, vous auriez préféré quoi entre un remake? Moi, peu importe l'acteur, mais qu'il fasse un remake. Mais qu'il soit... Alors, faut pimenter le truc. Ça aurait été un bon film. Un film cool, tu vois, un film de bonne qualité, avec des vraies bonnes bastons dedans, des vraies bonnes scènes d'action, et des scènes intéressantes, tu vois. Un truc pas mal. Un truc qui... Non, voilà, qui c'est vraiment présente mieux que Matrix 4. Voilà, vous auriez préféré ça, ou la proposition de Matrix 4? Et ce qui est intéressant, Baudrillard, il avait dit à l'époque du premier Matrix, c'est typiquement un film que la Matrice aurait pu faire. Et je pense que Lana, c'est resté dans son cerveau. Si elle avait fait une suite 100% canonique, ça, les propos de Baudrillard seraient valides. Mais vu que c'est autoconscient de ce que c'était, et remarque, on peut aussi retourner le truc dans l'autre sens, c'est typiquement un truc que la Matrice continuera à faire pour faire croire qu'il n'y a pas de Matrice. C'est pas complètement. Bien sûr, mais par contre, le remake, ça je suis sûr, c'est typiquement un truc que la Matrice pourrait faire. Mais c'est... Alors tu vois, on n'arrête pas de dire la Matrice, ouais. Mais on est d'accord que dans la saga, la Matrice a toujours été notre monde. C'est genre la métaphore pour notre société. Ouais. Là, on est d'accord qu'on est dans une nouvelle version de la Matrice. Ouais. Qui est complètement programmée et régie par l'analyste. Et l'analyste, il a dit il dit un truc super intéressant, il dit que l'espoir et le désespoir, c'est pareil en code. Ouais. Et ça fournit la même énergie. Et que... il nous... Comment dire? Alors qu'il y a la paix, il nous garde dans cette énergie-là parce qu'on le veut, en fait. C'est limite on en redemande. Ouais. Dans le premier, on te dit, il y a des gens qui se battront pour ce système, ils sont pas prêts, tu vas le rejeter. Le 4, il a l'air d'aller beaucoup plus loin, quand même. Mais alors, c'est pour ça, tu vois, bon, elle a tourné pendant le Covid. En plus, c'est clair. Est-ce que ça... T'as vu ce qu'elle a dit ou pas entre les deux périodes de tournage? Non. Elle voulait pas finir le film. Ah. Elle a dit ce sera génial, on le finit pas, ça restera un truc légendaire qui a été interrompu, et voilà. Et c'est les acteurs qui ont dû la convaincre. Ça en dit beaucoup quand même sur l'état d'esprit que t'as quand tu fais un film, quoi. Ouais, mais je pense aussi vraiment que ça l'a aidé à faire ce projet, ça l'a aidé à retrouver ses acteurs, ses personnages. L'écriture, tu sais, c'est pareil. Tu passes tellement de temps à écrire, puis après, le temps que ça soit mis en chantier, qu'enfin tu vois tes idées se concrétiser à l'écran, il se passe tellement de temps, c'est tellement d'énergie. Je comprends qu'elle ait pu se décourager, mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ça a été tourné pendant le Covid. Alors je sais pas à quel point ça a pu impacter un tout petit peu dans l'écriture, peut-être pas du tout. Peut-être que tout était 100%, j'en sais rien. Ce qui est intéressant quand même, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Il y a quand même des gens, et ça correspond totalement au discours de l'analyste, mais c'est aussi dit par Smith dans le premier film, qui sont prêts à se battre pour ce système, qui sont prêts à tout pour le protéger. Et là, tu vois que tu as des gens qui sont très contents que les choses continuent ainsi. Et double ironie, le nouveau système de défense de la Matrice, c'est directement les gens. Et c'est les gens qui deviennent des vaisseaux pour défendre le système. Ouais. Et c'est là où je disais au début de la critique
que c'était un film ultra violent avec son public, comme l'ont pu être parfois Reloaded et Révolution. Ouais. Je me suis dit, ah non, Révolution c'est un film doux avec son public. Mais Reloaded, il essaye de te retourner la gueule, il est pas pour te faire plaisir. Là, quand même, on a le personnage de traître, agent du système, c'est Jude, tu vois, qui est un mec qui se décrit comme un geek, élevé par les machines. Tu vois, qui est censé représenter le public qui kiffe Matrix, qui kiffe le bullet time. C'est pas que ça, c'est qu'il me fait penser à tellement de gens sur YouTube, tu sais, qui font des vidéos. Oui aussi, ouais, bah les geeks quoi. Tu sais, les gens qui ont l'air tout le temps de bonne humeur, qui laissent transparaître aucune émotion négative, qui font des blagues un peu graveleuses, c'est totalement ce personnage. Et tu te dis des fois, est-ce que... Tu sais, je suis allé sur le Reddit, là, de nouveau, Simulation Theory. Là. Ouais. Are we living in a simulation? Mais... Et un mec qui dit, et il demande, tu vois, très sérieusement, mais est-ce que vous trouvez pas ça bizarre, tous les gens là qui font semblant que tout va bien, etc. Je suis sûr qu'en fait c'est eux les PNJ. Et moi, vu que je ressens vraiment des émotions, moi je suis un vrai joueur. Ouais. Je suis contrôlé par un vrai joueur, et tous ces mecs là qui font les gentils, c'est des PNJ. C'est une extension du syndrome de Truman Show, mais en multijoueur. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des vrais gens comme toi qui sont des joueurs, et tout le reste c'est des putins de bots. Non mais après, tu sais, quand t'es très jeune, des fois tu te demandes, est-ce que c'est pas moi qui ai tout inventé? Bien sûr. Je suis pas en train de Le tout monde ça. tourne autour de moi. Ouais. Ouais. Mais Comme Thomas Anderson, sauf que lui c'est vrai. Ouais. Il est et ça c'est génial, parce que ça c'est une idée que j'ai trouvée assez brillante. Neo et Trinity sont les moteurs de la matrice. C'est eux le moteur V8 quoi, qui fait tourner la machine. Ouais. S'ils sont plus là, le système s'écroule. Et le fait qu'ils aient placé... Enfin, que Neo soit transcendé à la fin du 3 et qu'il devienne son propre démiurge, tu vois, c'est quand même super drôle. Parce que ça raconte... Qu'il ait en plus mis des indices... Enfin, t'as toujours ces trucs qui sont des régals à revoir quand tu remates les films. Il a involontairement, de manière inconsciente, programmé un Morpheus pour revenir le réveiller. Et il a placé le moment où ce Morpheus comprendra qu'il est un programme dans une serrurerie pour lui donner la clé. Tu vois, c'est que des trucs à la con comme ça. Mais c'est tellement riche et c'est tellement agréable. Je veux pas après surinterpréter les choses non plus, mais je pense que c'est là dans le film. Tu sais, la relation entre Neo et Trinity, le fait qu'ils se remettent ensemble, avec le fait qu'elle soit avec un autre mec, qu'elle ait des gosses, etc. Et le message que ça envoie à la fin. Alors ça par contre c'est indéniable, c'est un film qui te dit, si tu fais ta crise de ta cinquantaine, t'as raison. On est dans un monde, de toute manière, si tu n'es pas heureux, ce qui compte c'est d'être heureux, d'être en accord avec toi-même, quitte ta famille, et défonce ton mari s'il te casse les couilles. Mais en fait, plus loin que ça, du coup, vu que Neo et Trinity alimentent la matrice à eux deux, c'est le pouvoir de l'amour. En fait, ils s'aiment tellement, et je pense que le commentaire derrière ça, et moi de toute façon c'est un truc que j'ai remarqué, pour moi c'est un truc évident, et je pense que c'est là dans le film, il y a beaucoup de gens, tu les vois, ils sont dans une vie de couple extrêmement chiante. Tu sais pas pourquoi ils sont ensemble. Certains, ça fait à peine 5 ans, tu vois. Je dis pas les couples, au bout de 20, 30 ans, de toute façon, t'as la lassitude qui s'installe avec les gosses. C'est compliqué la vie. Les loyers à payer, le stress, en ce moment, j'en parle même pas. Mais de base, t'as beaucoup de gens qui se mettent ensemble par dépit, en se disant je trouverais pas mieux de toute façon, puis la situation me va, mais moi je suis bien dans ma relation. Tu sais, les gens qui disent moi je suis bien, ça m'apporte un certain équilibre. Mais ils sont pas passionnément amoureux. Ils se mettent dans une matrice. Ça représente 10% des couples, je pense. T'es dur. Non, je suis dur, je pense qu'il y a vraiment 90% des couples. C'est pas la passion. De toute façon, est-ce que la passion est destructrice? Ça dure rarement, je veux pas dire jamais, faut jamais dire jamais, mais ça dure quasiment jamais toute la vie. Des gens qui sont fous, passionnément amoureux. Et je pense que ça, c'est synthétisé dans le film. En fait, Lana, ça la fait chier de voir tous ces couples. Tu vois, Trinity qui est avec son mari, les deux gosses, et tu vois, bon... ça l'angoisse. Ils en parlent quand ils boivent un café. Ouais. Est-ce qu'on est... Ça, ils reviennent sur le déterminisme, mais pour parler de la crise de la cinquantaine. Puis ça parle aussi, tu vois, elle a des gosses, et c'est dur, mon Néo. Ouais, vas-y, est-ce que j'ai choisi? Est-ce que j'ai été créé pour faire une famille ou pas? Parce que t'as vraiment de plus en plus de femmes parce qu'on leur a vendu la société de moins en moins, parce que les femmes sont en train un petit peu plus de se renseigner, mais moi globalement quand j'étais gosse, et c'est encore plus vrai pour la génération de nos parents, avoir un enfant c'est formidable, ça règle tous vos problèmes, limite si t'es au bord de la séparation, tu fais un gosse, ça règle tout. C'est comme ça, et on nous dit un enfant c'est merveilleux, c'est magnifique, sauf qu'en fait au quotidien c'est extrêmement dur. Mais les mecs, ça on l'apprend assez vite. Mais bon, les femmes ont mis un peu plus de temps à le réaliser. T'as une partie des femmes qui adorent avoir des gosses, qui s'en occupent très bien, c'est toute leur vie, et j'en connais. Mais t'as aussi des femmes qui vivent très très mal le fait d'avoir un enfant. Elles se rendent compte qu'en fait c'est une responsabilité à vie, que t'es limite piégé, que tu pourras plus jamais retrouver ta vie d'avant. Tu vois, ceux qui se plaignent de c'est glauque. La vie d'il y a 2-3 ans qui a disparu, les femmes pensent la même chose, certaines, hein, pas toutes, certaines pensent la même chose par rapport à le fait d'avoir un enfant. Non mais c'est vrai, je déconne pas quand je dis ça. T'as des femmes, ça les angoisse profondément au jour le jour. Et au bout d'un moment, elles finissent par s'habituer, au bout de 4-5 ans de galère,
mais c'est pas tout est rose, tout est parfait, tu vois. Ah, et là, c'est et beaucoup de femmes aussi finissent du coup par oublier leur rêve d'avant, leur vraie passion, qui était le pur amour. T'as aussi des femmes qui ressentent le pur amour, tu vois, le fait d'être avec quelqu'un qu'elles aiment vraiment plus que tout. Tu sais, si tu poses la question, je pense à 99 femmes sur 100, enfin, non, tu demandes à 100 femmes, t'en as peut-être 80-90 qui vont te dire, entre ton mari et tes enfants, tu aimes qui le plus? Normalement, faut pas choisir. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui diraient ma femme, mais la plupart des femmes vont dire mes enfants. C'est les enfants qui passent le truc le plus important. Et donc le film Matrix 4, complètement à contre-courant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait le choix de tout sacrifier. C'est un film moderne, un film féministe. Mais je trouve ça beau, je trouve que c'est du beau féminisme. C'est qu'elle plaque tout pour l'homme de sa vie. Ça, je trouve que c'est très beau comme message. Parce que tu vois, sur la route de Madison, de Clint Eastwood, tout à fait. C'est le truc inverse. Oui, mais c'est ça qui fait pleurer sur la route de Madison. Non, moi, c'est les regrets. Je trouve ça bidon. On n'a jamais été d'accord sur ça. Moi, c'est ça qui fait que c'est émouvant. C'est pour ça, je trouve Matrix 4, c'est super intéressant parce que c'est un des premiers films qui me montre ça, qui me montre ce que je pense. Et je pense, c'est vraiment raccord avec le fait que ça soit le moteur de la matrice. Ça génère tellement d'amour et il y a tellement peu de gens qui sont capables de ça. Parce que Neo et Trinity, pourquoi? On s'est jamais posé la question, pourquoi eux? Pourquoi c'est que eux les élus? Pourquoi il n'y a pas un autre couple? Pourquoi il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient recréer cet amour et alimenter eux aussi la matrice? Parce que c'est rare, c'est extrêmement rare, c'est si rare. C'est une anomalie. C'est une anomalie et il n'y a que deux qui peuvent alimenter le truc. Et tout ça pour moi c'est dit par le film. Ouais, tout à fait. Alors là pour l'instant c'est que du discours explicite. Et tu vois, donc la route de Madison, moi ce qui me déprime, ce qui m'a toujours déprimé avec ce film, que je trouve au-delà de ça pas très bien réalisé, c'est du Clint Eastwood. On sera pas d'accord, mais tu vois, en fait, ce que ça envoie comme message, c'est trompez votre mari, faites-vous plaisir. Alors je sais que ça se passe dans un certain contexte où on pouvait pas le faire. N'empêche que l'histoire se répète et le monde n'a pas changé, c'est toujours très mal vu en société. Si vous quittez votre mari pour un autre alors que vous avez des enfants, c'est très mal vu. Si tu le fais, t'es une pute. Le fait de détruire la cellule familiale. Les gens se disent ça, moi je vais peut-être choquer beaucoup de gens en disant ça, mais je suis pas pour détruire les familles. Non, c'est pas ça, mais c'est comme ça que ça peut être vu. De toute manière, tu la disloques d'une manière ou d'une autre. Je pense que quand on fait des enfants avec quelqu'un, il faut vraiment être sûr qu'on est profondément fou amoureux. Moi, ce qui me déprime, en fait, c'est le nombre de gens qui font des gosses, alors qu'en fait, ça va pas très bien. Tu vois, c'est moyen, et limite, il y en a qui le font pour sauver leur couple. J'ai rien à dire sur ceux qui sont fous amoureux et qui font des gosses, c'est magnifique, tu vois. Après, bon, il y a des complications qui arrivent. Mais tu vois, la route de Madison, en gros, c'est, voilà, ils ont l'aventure, regardez-moi cette passion. Ah, mais à la fin, je retourne avec les gosses parce que, voilà, quoi, c'est... Parce que c'est beau et que c'est l'humanité, c'est comme compliqué. Ça, c'est la pudeur, la honte... Mais je te dis ça, et c'est là où je suis complètement paradoxal, c'est qu'un de mes films préférés, c'est Vraie Rencontre, qui a exactement la même morale. Mais tu vois la différence. Oui. Ça se passe dans les années 40, c'est une autre... Alors là, pour le coup, c'est un film des années 40. C'est peut-être la légitimité de l'époque du coup qui fait que je suis moins regardant que Clint Eastwood qui a eu le... Moi je voulais qu'il fasse un truc autre. Tu penses que Clint Eastwood il pouvait changer le monde? Et du coup Lana elle peut changer le monde. Moi j'aime quand on change le cours des choses, c'est ça le cinéma. Ouais. Un film de son époque qui parle de ça, ça me touche beaucoup parce que c'est un témoignage de son époque. Puis t'as la BO avec Rachmaninoff, quoi. Puis la réa de David Lean, c'est sublime. Enfin, c'est un autre niveau que sur la route de Madison. Ça, on est d'accord. Mais vous voyez, voilà, moi j'aime les gens qui... j'aime ce qu'a fait Tarantino avec Inglourious Basterds. J'aime pas spécialement, c'est pas mon préféré, mais j'aime beaucoup quand il se permet de faire n'importe quoi et de changer le cours des choses. Ouais, bien sûr. Cinématographiquement, il se passe quelque chose. Et surtout, tous les autres qui vont faire ça lui auront forcément piqué l'idée. Une fois qu'il a fait ça, il a fait un truc dans l'histoire du cinéma qui fait que les autres seront forcément des il a tué Hitler. Le mec a tué Hitler. Moi je dis chapeau. Ouais. Il l'a fait. Tu l'as fait toi? J'ai jamais... Mais toi, t'as fait des rétrospectives en revanche. Moi, j'ai fait des rétrospectives. Est-ce qu'il a fait des rétrospectives Tarantino? Jamais. Il est au Kill Bill 3. Ouais, attends. Mais tu vois, je suis une madeleine et j'adore les films qui me parlent de pure passion et où à la fin, le couple se barre. Mais j'aime bien aussi les films qui finissent très mal, mais j'ai envie que dans ce genre de configuration, ils se cassent et que ça aille bien pour eux et qu'à la fin, ils s'envolent comme des hirondelles. Je suis d'accord. Et en plus, c'est Matrix 4. Mais c'est Matrix 4. Tout va bien pour eux et c'est le seul truc qui compte. Ça, c'est un des échecs du film, par exemple, et qui a aussi une qualité. Il est intègre, ce film. Les autres personnages n'ont pas de fin. C'est-à-dire que tu n'as pas de fin pour le nouveau Morpheus, tu n'as pas vraiment de fin pour Bugs, on s'en bat les couilles. Et tant mieux. Le mieux. seul truc qui compte,
C'est Neo et Trinity. Et c'est ça que j'aimais, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé Bugs et Morpheus. Moi, je les ai vraiment aimés. Conceptuellement, les acteurs... Alors moi, après, je veux que tu me parles de Bugs plus en détail. On va parler de Bugs. Mais oui, Bugs, j'en avais rien à foutre, Morpheus non plus. Et ce que j'ai aimé, c'est que le film ne m'a pas forcé ces personnages. Ils sont là, ils ont une fonction. C'est pas inintéressant, mais moi, j'attendais Neo et Trinity, Smith. Et j'ai eu tout ça. Et j'ai eu une partie de ce que j'attendais. C'est le côté un peu fanservice. Mais tu vois, le film ne m'impose pas Bugs, genre dans la gueule. Non, ça va, tu vois. J'ai rien à dire sur la façon dont sont inclus ces personnages. Je trouve que chaque personnage a son temps d'écran qui est exactement ce qu'il aurait dû avoir. Donc maintenant, j'aimerais savoir ton avis sur Bugs. Ce que représente ce personnage pour toi. Pourquoi il t'a touché. Et ce que tu m'as dit, n'oublie pas la phrase. What's up, Doc? Oui, le genre, il y a plein de petits détails dans le film au fur et à mesure de le revoir, et j'avais pas du tout percuté. Honte à moi, ça se trouve, vous allez me dire dans les commentaires, ouais, j'avais vu ça au cinéma. Le perso s'appelle Bugs comme Bugs Bunny, et quand il retourne dans le monde réel et qu'elle demande au médecin comment va Neo, qui est en train de se réveiller, elle dit What's up, Doc? Voilà, c'est drôle. Et pour revenir à Bugs, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, c'est quand même un personnage aux cheveux bleus, qui est celle à gueuler le plus fort contre le statu quo dans le film. Qui est un statu quo qui est censé être bénéfique, c'est-à-dire que les machines se fassent la guerre, ça peut être un problème plus tard, mais les machines et les humains collaborent. Niobe dit bien que Zion était de toute manière pourri par la guerre, et que ça pourrait jamais se remettre de ça, et qu'il fallait créer autre chose. Un autre chose qui utilise du virtuel pour créer du réel, c'est-à-dire en gros ils ont du faux ciel. C'est un faux ciel qui est censé être beau comme le vrai ciel, et qui est assumé par l'humanité. Donc il y a vraiment une nouvelle manière d'appréhender, tu vois, la symbiose homme-machine. Ouais. Donc c'est un film qui va vers une certaine forme de transhumanisme, ou en tout cas faire une paix avec ça. Mais on a ce personnage de Bugs, qui est indéniablement montré comme un personnage positif dans le film. À aucun moment elle est ambiguë ou quoi que ce soit. Ouais. Et c'est elle qui dit que Niobe a tort, que l'humanité a tort de ne plus se battre, qu'il faut libérer des esprits, il faut continuer à le faire. Et ça, c'est un truc qui m'a parlé, sachant qu'elle représente dans le film clairement les fans de Matrix. Ouais. Elle représente ceux qui adorent cette histoire et qui aiment pas ce qu'on en a fait en fait. C'est probablement ceux qui faisaient les théories en 2003 entre Reloaded et Révolution, ou ceux qui aiment la saga jusqu'à ce jour et qui font des arrêts sur image pour essayer de découvrir des détails cachés. Des gens qui se sont appropriés cette mythologie. Ouais. Et ça, du coup, ça m'a touché. Elle joue donc le personnage de fan, et en plus, ils te l'introduisent. C'est une fan en train de regarder l'intro de Matrix 1 et de se rendre compte qu'il y a des détails qui clochent et qui du coup va dans le film comme dans Last Action Hero pour essayer de déclencher un truc. Exactement. Et là j'ai pensé à toi, en revoyant le film je me suis rendu compte que c'était presque une variation de Vanilla Sky que tu aimes beaucoup. Avec un Neo qui a l'impression que tout est faux, qui a envie de se suicider pour retrouver cette femme qu'il aime. C'est pas. Bah oui, mais tu vois, ça me touche, genre de thème. Je sais que ça te touche, et du coup, ça a fait tilt dans ma tête. Mais, et tu vois, quand Matrix 4 a été annoncé, je peux vous le dire, j'avais écrit un topic sur un forum, et je me suis fait dégager. En fait, la modération n'a tellement pas aimé ce que j'ai écrit qu'ils ont remplacé l'auteur du topic par un autre. Ouais. En gros, ils ont pris un message plus tard, tu vois. On les embrasse. Parce qu'en gros, moi, quand ça a été annoncé, j'écrivais que ça allait être woke, que voilà, Lana maintenant elle avait fait sa transition, que c'était la catastrophe d'avant. Bravo. Je vous jure que j'étais le premier, j'en faisais beaucoup d'humour aussi, mais ça me faisait marrer, mais j'étais le premier à avoir ce genre de propos. Mais ouais, le film en fait n'est pas du tout ça. Moi j'aurais pu... aussi. C'est un film woke. Oui, si il est libertaire, il dit aux gens de faire vraiment ce qu'ils veulent. Il est pas... En fait, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est quand même l'histoire d'un couple hétérosexuel. Blanc, de 50 ans. Parce que c'est ses parents. Mais c'est beau. C'est parce qu'elle pense à ses parents. Oui, mais je pense que ça aurait été dans un nouveau film. T'inquiète que tu vas t'en bouffer des héros de tous les genres, de tous les styles. Si tu veux, mais le fait est que c'est un film. Oui, tout à fait. Là-dessus, et tu vois, je me suis dit, bah en fait, y a pas de problème. Ouais, si tous les films étaient comme ça, j'aurais pas de problème. Moi, je veux bien qu'il y ait le quota qui soit respecté. Tu me mets un petit Blackos là, une petite chinoise. Non mais j'ai pas envie qu'on se foute de ma gueule. Après, je vais dire un autre truc. Ouais. J'étais même prêt à ce que Bugs ait un peu plus de place et tout. Et même limite, je me suis dit, ce qui aurait été vraiment intéressant, j'aurais bien aimé qu'elle parle en sous-texte un peu plus de sa transition. Même, enfin, pas qu'en sous-texte, je veux vraiment que ça soit évident. Et j'aurais aimé qu'il y ait un personnage masculin dans la matrice qui soit un personnage féminin dans le monde réel et vice-versa. Alors, il y a un personnage, il me semble, transsexuel dans le film. Alors oui, d'accord. Qui ne change pas de... Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je crois que ce personnage, petite trivia pour les fans, s'appelle Cassiope. Ouais. Un des capitaines de vaisseau. Ouais. Cassiope, dans la mythologie, il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est la fille de Mnémosyne. Et Mnémosyne qui est le nom du vaisseau de Bugs. Alors, voilà. Tu sors des trucs, mec. Non, mais c'est Mnémosyne, donc tu vois. Si tu crois que moi je peux t'aider là-dessus. Non, mais vérifiez, et puis si je dis de la merde, de toute manière, ça sera dit dans les commentaires, y a pas de soucis. Mais en tout cas, c'est marrant, essayez de faire les liens, parce que les noms sont toujours choisis voilà, avec beaucoup de
Beaucoup de quoi Ah bah, toujours beaucoup de recherches, beaucoup de références. Voilà, ils l'ont dit de toute façon, tu vois, tout à l'heure tu parlais de Joachim qui parlait des gens éponges, les Wachowski l'ont toujours dit, les deux. Matrix, c'est l'œuvre où ils ont mis absolument tout ce qu'ils avaient ingéré et aimé dans la vie. Mais ce qui est génial, c'est que t'as autant le truc le plus obscur du monde qu'un truc beaucoup plus évident. Tu vois, mais j'aime bien, tu vois, le nom de barre, tout le monde le comprend, simulaté. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial. C'est comme jeu de mots, j'adore. Ouais, c'est drôle, ça se prend. Mais par contre, il y a des détails du genre. T'as vu ce néon dans le modal de Thomas Anderson au tout début, quand Bugs se fait poursuivre par les agents, elle tombe sur un néon. Et il y a marqué c'est pour tous ceux qui aiment manger de la merde. Ah, j'ai pas vu. Et qui nourrit les théories sur internet qui voudraient que le film soit nul fait exprès. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment, je pense pas. Je pense qu'il y a un backlash un peu volontaire qui vient de la nouvelle mentalité de Lana. Mais elle voulait faire un bon film, hein. Ça se voit. Mais ouais, en fait, je me rends compte qu'elle a pas tellement de trucs à dire sur sa transition. En fait, je crois que c'est un truc tellement personnel qu'elle a pas forcément envie de le placer dans ce film, en tout cas. Le truc qu'on retient, c'est soyez heureux, en fait. Faites ce que vous voulez. Ou peut-être aussi qu'elle a eu le respect des fans. Elle se dit, putain, ils vont peut-être pas accepter ça, donc je le mets pas. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'aurais bien aimé, vraiment, un personnage féminin. Limite, les mecs, je vais aller plus loin. Ça m'aurait presque fait marrer, c'était une de mes théories, que Neo et Trinity soient des avatars. Ça aurait été rigolo que dans le monde réel ça soit inversé. Genre que Neo en fait ça soit Trinity. Il est foutu dans la peau de l'un et l'autre. Oui. Pour leur faire redécouvrir leur amour. Ouais, pourquoi pas un commentaire là-dessus. Moi je vais te dire, je suis prêt à accepter ça, je trouve ça intéressant et j'ai bien aimé ça dans Cyberpunk, en jouant une femme. Ah ouais, non ça c'est passionnant. Mais j'aurais bien aimé que ça aille plus loin là aussi. Ouais. Je sais que j'en demande peut-être trop, mais après il y a déjà un gros travail sur l'altérité, à tous les niveaux d'ailleurs. Non mais ça m'intéresse parce que je pense qu'on a tous, tu vois, en tant que mec, on a tous une part féminine. C'est ça, le film il parle quand même pas mal de ça. Il dit que la clé de tout le truc c'est le mélange des deux. Bien sûr. On redéfinit l'élu en disant que l'élu... Et d'ailleurs ça c'est marrant parce que ça gueule beaucoup sur le fait que ouais, maintenant c'est Trinity l'élu, qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est un film de 2022, tu vois. Pas du tout. Mais en fait pas du tout, c'est les deux ensemble déjà l'élu, donc ça veut tout dire. Et t'avais des détails du genre dans le premier, quand il meurt Neo à la fin du premier, c'est elle qui le ressuscite d'un bisou, dans une saga de SF. Donc au bout d'un moment, il y a toujours eu un truc un peu mystique dans leur relation. Puis il y a un truc, tu sais, j'étais pas sûr à la fin du film, j'ai dû demander confirmation à Flavien. S'ils volent tous les Moi je pensais qu'il y avait que Trinity qui volait, qui avait tous les pouvoirs, et en fait non, ils volent vraiment tous les deux, en fait ils ont les mêmes pouvoirs. Et ça c'est justifié le fait que Neo arrive pas à s'envoler à la fin. Ouais. Ils lui disent plutôt qu'en fait ils l'ont tellement shooté de pilules bleues que ça a complètement réduit ses capacités. C'est pour ça qu'il arrive pas à s'envoler. Puis tu vois, les femmes ont aussi une part de masculinité, machin. Il y en a certaines beaucoup plus que d'autres. Mais après, tu vois, et le film finalement te parle d'un truc hétérosexuel qui crée cet amour-là, cette puissance. Ils auraient pu mettre, je sais pas, deux homos, ils auraient pu faire autre chose. Donc bon, écoutez, moi le film m'a pas choqué. Il aurait pu me choquer, ça m'aurait pas dérangé, parce qu'en fait Matrix, tout est exploitable avec. Tout à fait. Et on peut le relier à tellement de choses qui se passent. Moi je dis pourquoi pas. Ouais, genre tu peux même... équivalence. Bien sûr. Symbolique ou de l'or ou de science-fiction. Je vais pas aller plus loin parce que je me dis que je pourrais choquer certains homos si j'émettais ce truc, mais... Je dis ou pas? Non, je dis pas, non parce que j'ai pas envie de choquer des gens, je sais qu'il y a des homos qui regardent. Toute ma sympathie, même si je suis pas homo, je suis désolé. Mais pourquoi tu t'excuses? Alors attends, j'aimerais... Oui voilà, surtout que j'oublie pas. Idéo, on est à combien là sur le timer? 28. Ah bah écoute, on fait une petite coupe les gars, on reprend. Parce que l'idéo est notre caméraman aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour une fois que j'ai quelqu'un qui vérifie le timer. Parce que d'habitude, c'est je dois me lever. Enfin bref. La séquence White Rabbit, Flavien. Alors tu sais que j'ai... Ça pour le coup, dès la première vision cinéma, j'ai décollé. Ouais. La séquence me fait décoller. Il y a un truc frustrant dont on va parler. C'est qu'on dirait qu'elle est quand même un petit peu constituée de scènes coupées. Et il y en a certaines, ça se voit qu'elles étaient plus longues. Possible. Notamment la rencontre avec Satie. Oui. Tu sais qu'il y avait un dialogue, là ça se voit, la manière dont c'est filmé, dont il s'approche, ça ressemble pas au reste du montage qui lui ressemble à un vrai montage, on sent que c'est prévu. Mais après, j'ai un doute quand même, parce que j'ai une analyse sur cette séquence. On va voir pour toi. Vas-y, on prend. Vas-y. Ton analyse m'intrigue beaucoup trop là. En fait, cette séquence White Rabbit, j'ai dû la remater en boucle. Ça va encore plus loin que ce qu'a fait Kojima avec ses bandes annonces pour Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Pendant des années, il nous a fait fantasmer sur un jeu qui n'était pas exactement celui qu'on a eu. On a imaginé... Sins of the Father, l'utilisation, quand tu vas la voir dans le jeu, tu vas avoir des frissons. On a eu quelque chose de très différent, mais ce qui est intéressant, et j'en parlais dans la rétrospective, c'est que le ressenti final qu'on a sur Phantom Pain est très dépendant des bandes annonces. Le mec qui a découvert Phantom Pain sans le jeu des bandes annonces, sans tout le mystère, sans le jeu de piste, sans les indices, pour moi, il passe à côté de 50% d'intérêt du jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que Matrix 4, là où c'est quand même hyper malin, c'est que la séquence White Rabbit compte sur toi pour avoir vu
au moins la première bande-annonce, surtout la première bande-annonce, qui reprend, qui avait cette musique White Rabbit, avec en plus à la fin, ça part en orchestral, c'était génial. Lana Wachowski, elle a clairement tout millimétré dans sa promo. Je suis sûr qu'en fait, elle a demandé vraiment plan par plan le trailer, celle qu'il a monté avec. Ah non, mais c'est sûr. C'est sûr parce qu'en fait, elle s'est dit, ok, ils vont regarder la bande-annonce, ils vont imaginer un film. Et il y a un commentaire là-dessus avec cette séquence, c'est en fait tous les gens qui regardent des bandes-annonces, qui imaginent un truc, et en plus au sein du coup de cette méga bande-annonce au sein du film. Ils t'expliquent ce qu'il va y avoir dans Matrix 4. Et ils expliquent, en fait, ils se foutent aussi de la gueule des gens qui attendaient certaines choses, notamment, tu vois, du kung-fu, du bullet time, puis je veux des guns, Matrix, Mayhem, enfin ça tu vois. Ça se résume en un mot, bullet time, mais ça fait 2 mots. En gros, ils se foutent de la gueule des gens qui attendaient, 1, le minimum syndical, 2, qui avaient des expectatives comme nous, peut-être pas possibles. Ça joue avec le spectateur, ça joue avec comment t'as digéré cette bande-annonce, combien de fois tu l'as maté. C'est typique, mais c'est du pur Kojima en plus loin. Ils ont toujours été très liés. Ah mais je me demande même, j'en suis à me demander si Kojima n'a pas fait un truc avec eux. Bah ils se devaient, le Matrix, ils ont approché, en fait, Joel Silver le racontait, à l'époque entre le 2 et le 3. À la base, quand ils voulaient faire le jeu vidéo Matrix, ils avaient demandé à tout prix à rencontrer Kojima. Du coup, ils ont rencontré Kojima, mais il n'y a pas eu de négociation parce que Warner, Atari et Shiny. Mais ils se sont rencontrés. Peut-être qu'ils sont restés en contact depuis. Et peut-être. Parce que sincèrement, la bande-annonce White Rabbit et la séquence dans le film, c'est du marketing viral. Il y a un délire méta qui est génial. C'est exactement typiquement le genre de truc que Kojima a pu faire. Mais pas seulement. C'est que finalement, j'ai vu 10 000 références à Phantom Pain dans le film. Ouais. Mais putain, Neo, le miroir, le code couleur, mais tout est pareil. Ouais. Tout est pareil, le reflet de quelqu'un d'autre dans le miroir. Mais tout ça, c'est un peu parce qu'ils partent tous de Alice au Pays des Merveilles. Tu crois que c'est ça? Ah, quand même, je pense qu'il y a des références. Sachant que Lana Wachowski aime aussi Bien Kojima. sûr, non, mais c'est probablement qu'il y a des références, tu vois, des influences concrètes, etc. Hein, je ne nie pas. Mais c'est vrai, il y a des choses qui reviennent. Je me demande, les mecs, et puis même, je sais pas, dans le reflet, j'ai l'impression que le Neo, limite, il a un patch, tu sais. Oui, il y a un plan, on dirait vraiment qu'il est en... Je sais pas si c'est fait exprès, c'est peut-être un problème de lumière, peut-être que je suranalyse trop, les mecs. T'as vu qu'il a 2 images résiduelles différentes dans le film? Il a la version vue avec des cheveux et la version chauve. T'as vu que c'est 2 acteurs différents. Ouais. Et le chauve, j'ai enfin reconnu qui c'était. C'est James McTeague, le co-réalisateur du film. Ah non, j'avais pas compris ça. Ouais. Du coup, j'ai cru que c'était l'acteur qui faisait le mari de Trinity, la doubleur de Keanu Reeves. Ah non, c'est le mari de Trinity, c'est okay. Chad ouais, ça j'ai vu. Il s'appelle Chad dans le film. Ça j'ai vu que c'était lui, mais... Et du coup, l'autre image résiduelle de Neo dans la Matrice quand il est chauve, là, et qui reçoit son Games Award, c'est le co-réalisateur du film. Ok, d'accord. Donc ça aussi, petit jeu un petit peu rigolo. Et même après, tu sais, le coup des pilules dans Phantom Pain, il prend des pilules, Big Boss, pour soigner sa schizophrénie. Ouais. Enfin, ce que je pensais de sa schizophrénie. et là, il prend des pilules bleues, tu vois, pour se maintenir dans le truc, dans le système. Je peux pas m'empêcher de voir des références à Phantom Pain dans tous les sens, quoi. Mais bon, peut-être que je surinterprète, peut-être que je me plante, peut-être que Kojima n'a rien à voir avec tout ça, peut-être que c'est même pas une inspiration. Peut-être qu'ils ont la même énergie créatrice et que c'est deux auteurs qui se frottent très très fort à ce que pense le public de leurs œuvres. Et qui à chaque fois veulent le remettre en question. Mais je trouve ça intéressant parce que sur ces 10 dernières années, c'est les 2 seules œuvres où la campagne marketing m'a autant intéressé. Puis je parle de ça, il y avait évidemment le site internet. Ah, ça aurait pu être encore plus pour Matrix, tu sens que c'est pas l'époque du 2 et du 3, quoi. Ça aurait dû être le déferlement, mais après vu le beat du film, ils ont bien fait de pas ils ont fait l'effort sur le site internet. Il y avait un effort, il était génial, mais t'en veux encore plus, quoi. Mais déjà l'idée était géniale. Évidemment. Mais toi maintenant, la séquence White Rabbit, Flavien, je sais que t'as plein de trucs à dire. Elle dit clairement ce qui va être le modus operandi du film. Il y a plus de bullet time, il y a plus le kung-fu, les fusillades machin. ID is the new sexy. Les idées, c'est ce qui plaît maintenant. Ouais. Et du coup le concept. Et ils le disent. Ce qui plaît aux gens dans Matrix aussi, c'est quand on rallume leur côté what the fuck. Ce qui plaît maintenant aux gens dans Matrix, c'est quand on rallume leur côté what the fuck. Ce qui plaît maintenant, et tu sais, ils te le refont. Et au moment où tu commences à te dire que c'est what the fuck, la séquence, elle te what the fuck, et elle te fait rire en même temps. Franchement, le raccord Neo chiotte, tu vois, sur un truc philosophique, avec plus tard Morpheus qui dit tu me vois sortir des toilettes, tu te dis forcément c'est pour se moquer, tu vois. Ça joue constamment avec ce que tu es en train de penser. Mais pourtant, et ça je ne me l'explique pas, même à plusieurs visions, ça n'a pas désacralisé ce que je pense de la trilogie. Mais moi non plus. À aucun moment. Moi non plus.
Mais et tu vois aussi, pour revenir par rapport à ça, par rapport au fait que c'était voulu de réfléchir sur la bande-annonce, c'est que même au sein de la séquence, c'est pour ça que je suis pas sûr que la séquence avec Satis était prévue pour être un dialogue, c'est que quand tu regardes la bande-annonce, les plans qui sont faits dans la bande-annonce que tu revois dans cette même séquence, Ils sont au même endroit? y a un raccord de plan qui est le même, c'est Ouais. tu sais, quand Neo rentre dans l'ascenseur, Ouais. mais la durée des plans c'est la même. Ouais. C'est exactement la même. Donc je pense que c'est... Et en plus c'est des plans qui sont très bien composés, je vous avais dit c'est intéressant parce qu'on a une plongée, une contre-plongée en même temps, ça dit plein de choses. Ouais. Ça dit plein de choses sur les mecs qui ont les yeux rivés sur le téléphone, ça on l'a analysé les gars dans la séquence plan par plan, je vais pas tout redire, mais les plans sont méga étudiés dans ce film. Ouais. Il y a des détails partout. Surtout en fait, dans cette séquence. et est-ce que tu as des choses à rajouter sur la séquence Will Hobbit? T'as plein de choses qui dans ce moment-là, c'est le moment du film où je trouve que les flashs des premiers Matrix fonctionnent ultra bien. Parce que t'as pas le temps En fait, c'est un maelstrom de sentiments à ce moment-là où tu sais pas si on se fout de ta gueule, si on rend hommage, s'il y a un bilan, et surtout tu dis, mais attends, si ça arrive au bout de 20 minutes de film, qu'est-ce qui va se passer dans ce film? Moi je vais te dire un autre truc par rapport à ça, les flashs, Ouais. au début ça m'a un peu choqué, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça me sortait du film, Ouais. et je me suis dit c'est voulu. Heureusement qu'ils sont employés jusqu'à la fin du film. En fait, moi c'est exactement ce que j'aurais fait en montage. Si vous regardez certaines anciennes vidéos de la chaîne, il y a des gens qui se plaignaient par exemple sur des vidéos que j'ai fait avec Sid où il y a des explosions tout du long. Parce que quand je crée le montage intégral, je me disais si je mets des explosions qu'au début, si je fais le truc sur une vidéo qui dure 40 minutes, parfois 1 heure, si je fais l'effet juste sur 10 minutes, ça rend tout le reste incohérent. T'es obligé en fait de faire un truc Fil rouge. équilibré. Donc l'utilisation, l'insert des précédents Matrix, je trouve que c'est très pertinent. Mais vu que le film est coupé en deux, et qu'une fois qu'ils sortent de la matrice, on parle dans une autre intrigue, Ouais. ça aurait pas été choquant, tu vois, qu'ils utilisent plus de flash, vu qu'en plus il se met à se souvenir Ça vraiment. aurait pas été moi ça m'aurait choqué. En fait je trouve que c'est plus intéressant qu'ils aient gardé ça comme ça tout du long. Ouais. Parce que ça te sort en permanence du film, mais c'est voulu. Ouais, mais ce défi de vouloir te sortir et rentrer du film, la première fois c'était un truc qui était très violent pour moi. Ouais. Où c'est ça qui m'a amené des côtés où j'avais l'impression de voir un nanar. Et oui, dis-moi. Non mais parce que tu sais ce procédé d'utiliser des séquences d'un film précédent quand tu Ouais. fais une suite. Ouais. On est d'accord qu'on a toujours trouvé ça hyper cheap. Hyper cheap. Sauf quand c'est justifié narrativement. Alors sauf quand c'est justifié, je vais te dire un exemple qui était super intéressant. Et Lost Ah, non, mais tu vois Ah, à quel point ce procédé est quand même méga cheap et faut pas le faire et le plus grand le savent. Retour vers le futur 2. Et c'est marrant parce que c'est tellement bien fait que j'ai cru pendant 15 ans que c'était la fin du premier. Ouais. Sauf qu'ils ont complètement Ouais, ouais. retourné. Jennifer a changé. Oui, mais ils l'ont retourné. En fait, c'est tellement bien fait, mais ils l'ont retourné. Parce que ça aurait été cheap. Je pense que même s'il n'y avait pas eu un changement d'actrice, ça aurait fait tellement cheap et Marty a vieilli. Les acteurs ont vieilli. Ouais. Histoire de lumière, de coupe de cheveux. Là, en fait, ce procédé, c'est le truc le plus cheap du monde, c'est utiliser des extraits d'un film précédent. Et en fait, il y a peut-être des gens qui pensent que mettre ces extraits, c'est pour légitimer Matrix 4 au sein de la quadrilogie, du coup. Ouais. Moi, je pense qu'au contraire, c'est fait pour plus que jamais mettre ce film à part de la trilogie. C'est pour montrer qu'en fait, il y a clairement une grosse séparation entre la trilogie de base et ce film. Est-ce que j'ai le droit de faire un parallèle avec Lost? Ah, bien Juste, sûr, hein, je te évidemment, promets, j'en fais évidemment, pas d'autres. Je évidemment. m'excuse. Je le Ouais. répète dans la... Moi, j'ai parlé de Phantom Pain que sur une vidéo pas de hommage d'Eric Flavien sans Lost. Dans Lost... Si t'en parles pas pendant 40 minutes, il y a un problème. Mec. Alors, 1 minute promis. Dans Lost, il y a un système de flashback. Dans tous les épisodes, tu te tapes le flashback des personnages pour connaître mieux leur passé avant qu'ils aillent sur l'île. Au fur et à mesure, la série évolue. Dans la dernière saison, il se passe un truc qui s'appelle les flashs sideways. Sideways, ça veut dire de côté. Et les personnages sont amnésiques, comme Thomas Anderson, dans un monde qui semble irréel. Ils croisent les gens qu'ils connaissent et ils se mettent à se souvenir, notamment quand ils se prennent la main. Et du coup, ils se mettent à avoir des flashs de ce qu'ils ont vécu pendant la série. Du coup, ça fait ce procédé ultra cheap de on met des flashs. Mais c'est intégré narrativement, et ça joue de manière méta sur ce qu'était le format de la série. Ah, tu vois. Et forcément, j'y ai pensé pendant Matrix 4, tu vois. Et d'autant plus dans Matrix 4, qu'à chaque fois que t'as un flash, tu sais que dans ce monde-là, c'est le jeu vidéo. C'est le jeu vidéo C'est auquel les censé gens être jouent. le jeu, ouais, bien sûr. C'est ça que quand Trinity en parle, et d'ailleurs ça c'est une scène que j'ai adoré revoir, Trinity qui dit qu'elle est rentrée, qu'elle s'est acheté le jeu, qu'elle a joué à son jeu, et qu'elle s'identifie vachement à Trinity. Ouais. Et quand elle a dit à son mari qu'elle s'identifie à Trinity, il a rigolé. Il s'est foutu de sa gueule, et elle aussi elle s'est marrée, et elle s'en est voulu. Et ça, je sais pas, il y a un truc qui m'a touché intimement, tu vois, parce qu'on a tous eu ce truc-là, Ouais. où on se voit en quelque chose, où il y a des idoles, Et notre dans meilleur soi, n'importe tu vois. ouais, dans n'importe quelle œuvre, on se dit N'importe ah, mais quelle ça œuvre. c'est moi, sauf que c'est pas ma gueule, tu vois. Et tu genre- le dis à quelqu'un, Ouais. c'est pas ta gueule, et non, enfin, tu vois, c'est pas toi. Mais je ressemble pas un peu quand même. Ah non, pas du tout. Ouais, non, Pas du tout. mais, non. Ouais, non mais c'est et alors j'ai besoin de tes talents d'analyste avant que je te pose une de mes dernières Ah, questions. pas analyste, dis pas ça. Est-ce Je ne suis pas que l'analyste. Tu es l'analyste, Flavien. Oh non, Trinity a une autre apparence dans la matrice. tout à fait. Est-ce qu'elle
se voit comme ça, comme la blonde. Elle se voit comme Trinity. C'est Elle pour ça se qu'elle a voit pas comme compris que Trinity. son mari se moque. En fait, ils expliquent. C'est Parce bon, que on a pour vu le film Neo- plusieurs fois, c'est clair. Parce que pour Neo se Neo, voit en Keanu Reeves. parce que Ils le tu sais, disent. pendant la critique, On savait plus. je me suis gouré, t'avais raison. Ok. Lui se voit en Keanu Reeves, c'est les autres Qui le voient en vieux. qui le voient en vieux. Mais du coup, ce que je trouve un peu étrange, parce que lui, bon, il s'est codé, il s'est fait en Keanu Reeves, quoi. Ah, le mec, il est en Keanu. Ouais. Et du coup, ça veut dire que Trinity, pour s'inspirer d'elle, il la voit comme Trinity. Et Trinity voit Neo comme Keanu Reeves. Ouais. On est d'accord. Ouais. Pourquoi ils ont fait ça? Ce sont les seuls, du coup, qui savent vraiment qui ils sont. Très bien. Mais surtout, t'as un autre truc qui fout tout le film en l'air, c'est que le but de l'analyste était de les laisser proches, mais pas trop. Donc il faut jamais qu'ils rentrent en contact, parce que sinon c'est pas Pourquoi- possible. Pourquoi Jude dit viens, je vais te présenter, alors que Jude est un agent du système? Puis pourquoi ils se voient tels qu'ils sont? Pourquoi ils ont pas Ça changé? c'est sûr, ça fout la merde. Ça aurait été plus rigolo que Trinity voit Neo en vieux et que Keanu Reeves, Neo, voit Carrie Ann Moss en blonde. Après j'aime bien que ce soit un tout petit peu laissé à l'interprétation ce Oui, truc, oui. parce que du coup c'est beau, tu sais pas comment Ouais. parce que tu sais jamais toi comment Mais tu t'es te vois sûr dans la vie. 100% que Trinity se voit pas en blonde? Parce que autant pour Neo Mais c'est non, expliqué. parce que sinon, enfin, c'est pour ça qu'elle a joué à ce jeu et qu'elle dit qu'elle s'est vue en Trinity en fait. Ouais, Elle dit, je putain, sais. mais elle me ressemble ce perso. Oui, mais ça pourrait être plus ça pourrait être spirituel. plus triste que plus ça, spirituel. plus pathétique, Ouais. effectivement. Mais c'est ça qui est beau, c'est Ouais. qu'on sait pas vraiment. C'est ça, c'est ambigu là-dessus, on est d'accord. Ouais, et je trouve ça assez joli. Ça fait vraiment, enfin comme dans la vie quoi. Nous on sait pas à quoi on ressemble nous-mêmes. Il y a que les autres, il y a que la conjonction de tous les regards des autres qui peuvent avoir une vision de ce à quoi tu ressembles. C'est vrai. Non, mais parce qu'on a une vision de ce qu'on est, On a une vision. mais on n'est jamais exactement tel qu'on pense être. Maintenant vu que ce qu'on pense, tout ce qui compte c'est là-dedans. Ils C'est- nous le disent dans le film. C'est comme tout le reste, tu vois. Tu te connais toi, tu donnes une impression aux gens, tu laisses des mots, les gens interprètent. Et puis nous-mêmes, on se connaît pas à 100%. En fait, Eh, on peut l'image, y arriver, c'est ce ce que qui- préconise l'oracle, Je- elle dit connais-toi toi-même. je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que les gens tels qu'ils te voient et tels que t'es intérieurement, tel que tu te sens en tout cas, ça sera jamais la même chose. Ça sera jamais exactement la même chose. Bref, Flavien, maintenant, je vais t'emmener Effectivement, hein. sur comme à chaque fois, il faudra qu'on fasse des clips, la réalisation du film. La réalisation du film, c'est parti. Le film s'est fait défoncer sur la forme. Mhm. On est d'accord que c'est pas au niveau de la trilogie, mais en fait, je vais te dire, c'est pas que c'est pas au niveau, c'est que c'est complètement autre chose. Complètement autre chose. Mais- On est d'accord qu'en termes de réalisation, il n'y a rien de très compliqué, Non. mais j'ai trouvé que les cadres étaient extrêmement bien pensés. En voyant le film, je me suis dit, il y a une chier de cadres qui sont bien composés, où il y a des détails partout, c'est pensé, c'est pas improvisé. Non. Enfin, tout n'est pas improvisé. Et quand c'est improvisé, ça se voit, c'est pour le mood, Ouais. pour l'ambiance, pour te mettre. Par contre, je vais être beaucoup plus. Sévère. Bah, sévère. Je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il y a comme tu dis, une tétrachier, c'est l'excellent terme. Tétrachier de cadres qui sont très classe, qui veulent dire des trucs qui résonnent entre eux. Il y a vraiment un beau travail à ce niveau-là. Par contre, tout le reste, et notamment le fait qu'il y ait des scènes d'action, même s'il y en a peu, elles durent quand même un petit ça peu, va. et il y en a pas mal. Et et si tu fais du travail sur un aspect, le reste va paraître beaucoup plus bâclé s'il est pas au niveau. Dans ce cas-là, pourquoi le faire? Parce que de ce côté-là, franchement, c'est la honte. En fait, ce qui est dingue, c'est que autant t'as des plans dans le film comme la contre-plongée avec le miroir là. Magnifique. Là, c'est un cadre parfaitement composé, il y en a plein comme ça dans C'est le de la film. vraie mise en Il y en a scène. plein. Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi elle a fait autant de cadres hyper pensés et pourquoi les séquences d'action qui sont censées être les trucs que tu storyboardes le plus, sur lequel tu as le plus de préparation. Keanu Reeves s'est entraîné pendant 8 semaines. Là où avant, tu m'avais dit sur le premier Matrix, c'était combien C'était 4 mois, je crois. 4 mois, ouais. c'est tourné en 3 jours là, la scène d'action, Ouais. avec Smith là. Tu sais, Ouais, dans les chiottes. pourquoi il y a eu aussi peu d'efforts? Donc certainement que ça l'a fait chier d'être en tournage, de se casser le cul des mois en préparation à Mais préparer pourquoi les le acteurs. faire? Pourquoi passer 2 semaines dans les rues de Chicago à faire une poursuite en moto en mobilisant absolument toute la ville? Et Pourquoi faire ça? Parce que je pense que elle savait qu'il y avait des attentes sur le film. Et Que ça, c'est le c'était- contrat. Et je pense que c'est un passage obligé. Et je me demande même à quel point il n'y a pas eu des batailles contre Warner. Warner, ils ont quand même laissé passer un truc de fou. C'est ce qu'elle dit sur ce qu'aurait pu être Matrix 4, c'est-à-dire un remake. Ouais. Donc c'est beau genre de la part de Warner. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais alors j'ai entendu des gens qui disent elle bouffe à tous les râteliers parce qu'elle elle est payée, elle dit ça dans son film, c'est honteux. La Warner, s'ils laissent passer ça, c'est qu'ils sont pas cyniques que ça. Si les mecs. Moi je pense que la Warner sont extrêmement cyniques, ils sont Évidemment. extrêmement conscients Ça de ce coûte qu'on- 200 de ce qu'ils font. patates, évidemment que c'est Ils sont pas possible. cons. Ils savent bien que laisser un discours comme ça va leur faire plus de plus positif que négatif, que Ouais, ça bien leur sûr. donne une bonne image.
Et Lana, elle se dit, bah écoutez, oui, je bouffe à tout le reste, j'ai carte blanche pour le faire, je le fais, je le dis, je suis content d'avoir l'étude, je m'entends bien avec Warner. Je pense que c'est le meilleur des deux mondes. En fait, si tu veux, c'est l'entente entre l'humain et la machine. Ouais, alors je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux en venir à cette entente humain-machine. C'est-à-dire qu'il y a la concession qui fait qu'elle peut faire son truc, mais pour moi, c'est quand même un énorme aveu d'échec, parce que t'es censé kiffer, et c'est quand même un vecteur émotionnel de kiff. Et quand ça dure aussi longtemps, ça peut pas être aussi inepte, et surtout même pas au niveau des trucs qui sortent aujourd'hui. Moi je pense qu'elle a eu carte blanche sur plein de trucs, tu vois, notamment le truc avec Warner, mais je ne sais pas à quel point elle a eu carte blanche, parce que le lore, tu vois, c'est le sien, il y a que elle qui connaît son univers comme ça avec son frère. Et là tu sens qu'elle a pu faire ce qu'elle voulait. Et puis oui, parenthèse, les mecs qui me disent, mais c'est un mec, écoutez, à partir du moment, vous voyez, je suis pas transphobe machin, c'est un truc que je comprends pas, je le serai jamais, enfin je pense pas, faut jamais dire jamais, hein, ça se trouve demain je serai une femme, mais je vais pas commencer à insulter gratuitement des gens qui ont fait le choix de devenir une femme ou un mec, vous voyez. Mais surtout, qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant, en fait. maintenant que c'est des femmes, bah oui. Bon, ça m'a fait marrer pendant un temps. Ouais, mais l'appeler Larry, moi c'est juste un petit message dans les commentaires, continuez à l'appeler Larry, si vous voulez, dans la vraie vie, ça vous a... Vous savez juste mettre mal à l'aise, faire de la peine en fait. Voilà, moi je fais la séparation entre ce qu'on nous bouffe, enfin ce qu'on nous donne à bouffer en termes de progressisme, ça j'en peux plus, ça me casse les couilles. Mais les choix personnels des humains, j'ai pas à les insulter. Donc voilà pourquoi je dis des sœurs, les gars. J'ai fait un petit lapsus, j'ai dit le frère. Bref, elle connaît méga bien le lore, elle nous sert plein de trucs et tout, c'est intéressant, elle prolonge l'univers. Mais je me demande si Warner lui a pas imposé quand même de mettre des séquences d'action et que ça lui cassait tellement les couilles qu'elle a dit ok, bon bah je vous fais le minimum syndical. Je me demande. Ce serait pour moi le plus gros aveu d'échec de la chose et passer à côté d'un tout qui fait que Matrix reste comme ça dans l'histoire du cinéma. J'ai pas de réponse, les mecs, j'en sais rien, on n'est pas dans le secret, mais tu vois la réa. Non, le changement de style, on est passé du numérique à HD, la lumière, il y a des choses superbes, vraiment superbes, mais il y a quand même une constante cheap. Franchement, ça aurait été une série. Ça m'aurait pas choqué. Je vais t'emmener sur autre chose du coup, mais ça reste en rapport avec l'AREA. Vas-y. En fait, vous allez me trouver trop conciliant. Moi, je trouve que le film a des trucs intéressants dans l'AREA parce qu'il y a des trucs très bien composés, des cadres très bien composés. Des trucs super. On est d'accord que c'est une action, c'est vraiment le ras des pâquerettes absolu. Je suis d'accord, c'est un renoncement total. Globalement, la forme du film, j'en suis pas méga fan. C'est pas du Verhoeven. Mais en tout cas, il a une forme. Il a une forme qui est très différente et une forme très différente qui correspond au discours qui essaie de casser le truc. Donc ça, je trouve ça intéressant. Pour moi, Matrix, c'est un truc que tu regardes à part de la trilogie. C'est un truc qui est complètement à part. C'est beaucoup plus solaire et vivant. Maintenant, ce qui est intéressant, parce que ça, c'est un constat que je fais à peu près partout. Pour tous les artistes en fait qui ont essayé de révolutionner quelque chose, qui ont essayé vraiment de gâter les gens, les mecs ont fait la trilogie Matrix. Matrix, ça a été un événement, un phénomène, c'est un phénomène Matrix. Ça a plu à tout le monde. Je connais très peu de personnes qui sont hermétiques, il y en a, hein, mais très peu. Pas les films comme ça quoi. Le 2 et le 3 en revanche, qui sont beaucoup plus ambitieux que le premier en termes de forme, ça pourtant, ils sont casse-gueule, moi je préfère le 1 qui est beaucoup plus cohérent où tout est pensé de A à Z, mais le 2 et le 3 sont ultra ambitieux de la mort. L'accueil critique n'a pas été bon. Ça a été très très mitigé en tout cas à l'époque. Moi je m'en rappelle, très mitigé, même le 3 s'est fait... Mitigé sur le 2, le 3 s'est fait défoncer, voilà. Le 3 s'est fait défoncer, après ils sortent Speed Racer, où là encore ils se cassent le cul de la mort. Plus que dans les Matrix. Et c'est un four. Et c'est là pour le coup, c'est... Et je pense que arrivé après Jupiter Ascending, qui était une galère à monter absolue, pour un résultat médiocre. Ouais, mais qui reste ambitieux. Ambitieux, ça c'est sûr. Que j'ai détesté. Le déficit de forme, il était déjà que j'ai détesté. Ça ressemblait déjà à Matrix dans le sens où tu te demandes comment des bastons peuvent ressembler à ça et pourquoi passer autant de temps à faire de l'action si ça les fait chier en fait. Mais si tu veux, je pense, voilà, quand t'es un visionnaire ou une visionnaire, peu importe, t'as une vision, tu te casses le cul pendant des mois, des années à faire un projet de dingue, t'essaies de révolutionner un peu les choses, t'essaies en tout cas d'amener le média un peu plus loin. Et de stimuler le public. Les Wachowski, pendant 15 ans, ça a été ça. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'est vraiment changer les choses, ne pas être dans la formule Marvel à la con, tu vois. Ne pas faire des films pour rien. Voilà, ne pas être dans le renoncement justement. Et je pense qu'en fait, au bout d'un moment, et ça, regarde, James Cameron a pété les câbles à une époque. C'est sur plusieurs fois. Et rappelez-vous, regardez la séquence sur YouTube, quand il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur pour Titanic en 97 ou 98, je sais plus en quelle année, il arrive sur scène, je suis le roi du monde, il était d'une arrogance absolue. Pourquoi ? Parce qu'il sortait d'un truc, mais ultra prise de tête de fou furieux, il a essayé de changer les choses à son niveau. Tout le monde lui disait que ça allait se planter. Il le gueule. Tu prends le même James Cameron, la même personne. 10 ans plus tard, avec Avatar, succès mondial, c'est devenu un papy hyper gentil, hyper humble, le contraire exact de ce qu'il était avant. Mais il avait gravi la montagne. C'est sûr, Titanic, c'était une revanche pour Hollywood. Ouais.
Mais on lui disait que c'était pas possible. Il y a énormément d'artistes qui ont tout donné et au bout d'un moment, ils ont laissé tomber. Mission Falls, Ido m'en parlait, parce qu'on se rend compte. Il est parti faire Guide Forestier à la montagne. On se rend compte non mais que le jeu Mission Falls est révolutionnaire. T'as l'impression, j'ai l'impression que c'est le premier vrai open world en 3D. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou tout ce qu'il y a dans le jeu, toutes les idées. Le mec apparemment de ce que m'a dit Ideo a disparu, il est devenu, tu m'as dit quoi? Il garde des chiens loups. Il garde des chiens. Enfin, bon, apparemment il a rage quitte le jeu vidéo. Et je suis désolé, on passe sur un niveau vraiment très bas de plafond. Oui. Je vais vous parler de moi, je suis désolé. Sur YouTube, en 2014, j'ai pété les plombs quand j'ai sorti la rétro Phantom Pain. Je suis parti parce que j'ai passé 7 mois dessus. J'en pouvais plus. J'ai eu l'impression, quand j'ai sorti le truc, d'avoir vraiment amené le média un peu plus loin de ce qu'on faisait dans le milieu critique. Niveau 0, c'est pour ça que je te dis ça, c'est de la critique de jeux vidéo. Attention, je ne dis pas que c'est du James Cameron. Mais ça m'a tellement bouffé. Ouais. J'en ai eu marre, j'ai eu envie de tout plaquer. Et la raison pour laquelle j'ai jamais refait un travail de 7 mois comme ça, c'est que je me suis dit, putain, ça en vaut pas le coup quand tu vois toute la merde qui sort à côté. C'est pour ça, après j'ai essayé de faire... Tu sais que c'est mot pour mot, et ça sera dans la vidéo Matrix, mot pour mot ce qu'a dit Lana Wachowski sur son rapport au blockbuster il y a genre 7-8 ans. Eh bah putain, ça m'étonne. Elle a dit, les gens, pourquoi se casser les couilles quand les studios peuvent enchaîner autant de formules, faire autant de merde, et que toi, quand t'essayes de renouveler le truc, tu t'en prends plein la gueule et en fait les gens te détestent. En fait, c'est un truc sur YouTube, tu vois, c'est pareil pour les films, c'est pareil pour tout. Le public va à la facilité. Il y a rien de plus facile que de passer un coup de gueule sur tout et n'importe quoi dans un format où je vous parle face caméra et vous êtes mes amis, etc. Ou même être gentil. Il y a rien de plus facile pour faire des vues. Si tu passes 7 mois, 1 an à monter un projet extrêmement monté, poli de la mort, le travail, la qualité paye, mais pas autant que des buzz à la con. Regardez Cyberpunk là quand j'avais gueulé l'année dernière. Non mais il y a rien qui paye autant. Donc au bout d'un moment, artistiquement, ça te décourage et ça m'étonne pas qu'elle ait dit ça. 15 ans et surtout pour moi jusqu'à Speed Racer où ils essaient vraiment de tout péter. Au bout d'un moment, t'en peux plus. Par contre, James Cameron, pourquoi il continue? Parce que succès mondial, parce que plus gros succès de tous les temps pour Avatar, pour Titanic. Pourquoi il s'arrêterait? Le mec, justement, ça l'a porté. Et le drame de quasiment tous les artistes, et je le sais, parce qu'il y a plein de gens quand ils me contactent, tu vois, des gens qui font de la musique, qui essaient de se lancer sur YouTube, etc. Le plus gros drame, ils ont des idées, ils ont du talent. Il y a un mec là qui m'a envoyé ses courts-métrages, j'ai pas encore répondu, mais vraiment bien, tu vois, il a zéro moyen, très peu. Ça ne perce pas, ça ne marche pas. Parce qu'on est dans une époque où ce qui est mis en avant, c'est absolument pas la qualité. Les idées meurent dans l'œuf, t'as même pas le temps de t'exprimer. Et quand enfin tu t'exprimes, que t'as la chance de pouvoir le faire, moi j'ai eu cette chance, comme tu vois avec la rétro Metal Gear, elle a quand même été vue. J'ai eu ma chance. Mais tu te dis, putain, la réception n'est pas à la hauteur de l'engagement et de ce que ça a apporté sur la plateforme, dans le média. C'est ça qui est triste. Par rapport à la réception d'autres trucs à côté qui sont énormément... Oui, c'est un rapport d'équilibre. Tu te dis, quand il n'y a pas d'équilibre, pourquoi se faire chier? Donc je pense que ça explique aussi en partie Spider-Man No Way Home versus Matrix 4. Matrix 4, un bide absolu. Voilà. Je sais plus à combien il est. Je crois qu'il est à 30 millions monde de box-office alors qu'il a coûté 200 millions. Ouais, alors que Spider-Man est le 3e film qui a rapporté le plus depuis le Covid. Après, le problème, il est sorti sur HBO Max en même temps. Bien sûr, mais mais c'est quand même un bide. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sortent sur HBO. Franchement, vu l'époque dans laquelle on est où les gens peuvent plus sortir, les contraintes partout, il y a des gens qui sont restés chez eux, ils veulent pas être cette passe. Évidemment, mais normalement ça compte dans les recettes aussi. Ouais, mais je pense que c'est un suicide d'avoir fait ça. Je pense qu'il aurait fait beaucoup plus d'entrées le film s'il n'était pas sorti sur internet. Putain, tu peux l'avoir le jour J. Je suis pas sûr. Pourquoi aller au cinéma? Bah attends, c'est normal. Ouais, non, j'en sais rien. Mais en tout cas, un nouveau bid au compte des Wachowski, parce que il les enchaîne. Et ce qui est triste, c'est que Matrix 4 est infiniment plus intéressant que No Way Home. Mais bien sûr. Mais après, pour rester sur la pure forme, je pardonne en partie la forme pour plein de raisons, parce que c'est en rapport avec le discours, et parce que tu as la légitimité de Lana Wachowski qui s'est fait chier, qui a vraiment un palmarès, qu'un CV. C'est pas Yes Man qui arrive, qui te massacre Matrix. En termes de ton, il n'y a pas de progressisme à la con dans tous les sens, machin, comme quasiment tous les blockbusters. En termes de cohérence de narration de l'or, c'est ultra respectueux, beaucoup plus que les Star Wars. C'est Matrix 4. Je pardonne, en fait, du coup, tu vois, je sais qu'après, il y a des problèmes. Bien sûr. Mais je peux que avoir de l'empathie, de plus avoir envie de faire le nec plus ultra de ce qui peut se faire quand tu t'es pris des bides pendant 15 ans. Mais voilà. Tu as raison, je pense que c'est ça le déclencheur, même si pour moi ça ne justifie pas pour l'action. En revanche, la deuxième partie où j'arrivais, c'est que je suis exactement de ton avis. Après avoir revu le film plusieurs fois, je peux pas mentir. C'est-à-dire que j'ai énormément de soucis de forme, mais ça permet, et c'est rare les films qui font ça, de vraiment se poser la question avec du recul.
est-ce que je peux passer outre? Et est-ce que le film me plaît au-delà de ça? Est-ce que je prends du plaisir quand je le regarde? Est-ce qu'il m'intéresse? Est-ce que j'ai envie d'en parler avec d'autres gens? Non, mais- Est-ce qu'il y a du contenu? Et à ce niveau-là, mais je peux pas mentir en fait, c'est indéniable que ce Matrix 4 m'intéresse beaucoup plus que la plupart des trucs qui sortent. Et surtout, ça veut pas dire que j'ai pris du plaisir cinématographique à ce point-là. Mais en tout cas, pour tout le plaisir autour, comme tu disais pour Phantom Pain, ça n'a pas de prix. Et c'est... putain, j'ai complètement zappé mon dernier point, mais vous inquiétez pas. Ça va Je vais revenir. rebondir dessus, Non et mais ça va revenir. pareil, j'ai adoré le regarder une deuxième fois, je me suis pas emmerdé une seconde, j'ai envie de le revoir. Là j'ai pas eu le temps vu tout ce qui s'est passé. C'est moi le truc. Mais si c'était un mauvais film, j'aurais pas envie. J'aurais pas envie. Tu vois, No Way Home, je risque de jamais le revoir. Du coup, ça marche comme ça. Si c'était un mauvais film, alors t'aurais pas envie. Bon après t'as Ça des... peut pas être un mauvais... Parce que C'est moi, pas- le film me fait penser à The Room, T'as et des- j'adore The Room. Alors ouais, t'as des exceptions parce que t'as des trucs tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles comme The Room, Comme The Room. qui sont fascinants parce que Est-ce qu'il c'est... crée pas un nouveau truc, la Matrix? C'est-à-dire que c'est pas un bon film. Il faut le dire, ce n'est pas un film bien fabriqué. C'est un film qui a des défauts objectifs de jeu, de fabrication, de lumière, de scénario, de manquement. Et pourtant, il se passe quelque chose. Donc peut-être que Nanar était un mauvais diagnostic, mais Ouais. c'était un diagnostic que j'ai eu de base. Non mais c'est Peut-être que c'est encore autre chose. c'est un film qui reste foireux, je le Ouais, pense, c'est ça, c'est pas mais- un bon film. extrêmement intéressant et je passe un super moment devant, donc du coup ça en devient un bon film pour moi. Il m'a transformé en toi, par contre. Et ça, par contre, c'est un regret. C'est-à-dire- Depuis que j'ai vu ce film, non mais il m'a fait un truc, il m'a déclenché quelque chose. Les autres films ne me donnent plus envie. Ça me casse les couilles de voir des cinéastes retoucher à des trucs à des franchises qu'ils ont déjà fait. Ouais. De voir des nouvelles suites, de voir une continuation de franchise, de voir tous ces trucs-là. Mais je veux du nouveau du coup. Mais Ça bien m'a sûr. déclenché un truc que je n'avais pas vraiment parce que après tu vois le West Side Story, je vais le voir. Je vais sûrement beaucoup aimer. Mais effectivement maintenant, à cause de Matrix 4, ça Tu me vas- casse les couilles. Je me dis mais putain Spielberg, vas-y fais des trucs. Et fais d'autres choses. Tu vas être comme moi, tu vas être comme moi avec ce film, je te le dis. On verra. Et tu sais quoi? 28. Et tu sais, ok, alors il nous reste 2 minutes pour conclure. 2 minutes pour conclure. Tu sais quoi, Flavien, c'était inévitable. Que C'était tu viennes inévitable. comme moi. Mais sur ce truc-là, ça m'a déclenché un truc. Je ne pensais pas que le film ferait ça. Ouais. Et ça m'a un peu retourné la tête. Bah écoutez, messieurs, dames, je pense quand même qu'il y en a pour 1h30 d'analyse. Désolé. Je pense que c'est pas mal. Peut-être, écoutez, franchement, si vous voulez qu'on en reparlera en live. Ouais, on pourra. On fera un live. On discutera avec Peut-être les qu'on gens. fera mais- une radio Ouais, participative parce là-dessus. que c'est beaucoup de gens intéressant. ont détesté. On a eu beaucoup de commentaires négatifs. C'est Ouais. intéressant d'en parler directement avec les gens. Après, moi, honnêtement, je respecte. Je dis pas que vous êtes des crétins si vous avez pas aimé le film, pas du Ouais, tout. C'est pas un bon film. Non, franchement, tout le monde a son avis. Moi, on vous a expliqué pourquoi ça nous a touché, pourquoi on a trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez apprécié l'analyse. Parce que de toute façon, c'est pas comme si c'était un chef-d'œuvre ultime. Là, je leur dirais, éventuellement, je vous dirais, vous êtes un peu con quand même. Et là, je peux pas vous dire. Franchement, chacun son avis, y a pas de problème. Mais j'espère que l'analyse était intéressante. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt. Flavien, je te laisse le mot de la fin. C'était un plaisir et à bientôt pour Matrix 5. On a complètement oublié de dire ce que c'était notre théorie sur Matrix 5. La prochaine fois. La prochaine fois. Ciao.